Alors, bonjour à tous et toutes. Je tiens autant à l'art que tous ceux qui étaient au musée quand j'ai réalisé mon acte. Mais je tiens davantage à la justice qu'à l'art. Je crois que quand une nation préfère maltraiter les femmes qui luttent pour la justice, une action comme la mienne doit être compréhensible. Je ne dis pas excusable, mais compréhensible. Alors, vous avez peut-être deviné que ce n'est pas les deux jeunes femmes qui ont intervenu dans la National Gallery sur le tableau de Van Gogh, mais Mary Richardson, en 1914, qui s'est battue pour le suffrage des femmes en Angleterre. La désobéissance civile que nous avons mis à l'ordre du jour de ce 9e webinaire, on va essayer de débroussailler un peu ce sujet qui est quand même très complexe et plein de paradoxes. Ça va être un peu une gageure parce qu'en 2 heures, il faudrait qu'on essaye de sortir de là en sachant un peu mieux le pourquoi de ces actions, qu'on discute des limites, du rapport que la désobéissance civile entretient avec les institutions, avec la société civile, ce qui est un sujet qui nous touche particulièrement à la Ligue de l'enseignement en tant que tête de réseau associatif, et aussi qu'on aborde la réponse des autorités. Là, c'est ce qu'on verra en dernière partie avec Étienne Lambroselli, qui pour l'instant n'est pas encore connecté. Alors, on a choisi de restreindre ce débat sur la désobéissance civile au champ de l'environnement, des luttes contre le réchauffement climatique, parce que sinon, c'était trop large. Mais bien sûr, on a en tête toutes les actions qui sont menées pour l'accueil des migrants, par exemple, pour les droits civiques, pour la sexualité, la reconnaissance des genres, contre la guerre, etc. Alors, on a en tête aussi les grandes figures historiques, hein, bien sûr, que ce soit celle de Gandhi, de Martin Luther King ou de la suffragette, enfin, le terme est un peu dépréciatif, Mary Richardson. Mais on va avoir un éclairage maintenant tout de suite de Sylvie Olitro. Alors, la règle du jeu, c'est que vous interveniez, quand vous voulez intervenir, il y a la petite main en bas sur la barre de menu en bas, où vous pouvez aussi écrire sur le chat. Donc, moi, je me présente, je suis Marianne Durand, qui va animer ce débat. À côté de moi, Éric Forti, qui est le secrétaire général de la Ligue de l'enseignement et qui fera la conclusion de nos 2 heures. Alors, grand merci à nos 5 intervenants, enfin pour l'instant 4. Et je vous propose tout de suite de passer la parole à Sylvie Olitro, qui est politiste, qui est directrice de recherche au CNRS, plus précisément à l'Institut des sciences sociales du politique, et qui est également, depuis, je crois, 1 an, peut-être, directrice de la recherche de l'École des hautes études en santé publique à Rennes. Alors, vos champs de recherche portent sur les mobilisations environnementales, écologistes, sur les questions de l'usage de la violence dans l'expression politique contemporaine. Hein. Vous travaillez sur les moyens que les États mettent à l'œuvre pour contraindre cette forme d'expression. Un de vos derniers ouvrages, c'est « Non-violence et désobéissance civile dans les luttes actuelles, alternatives non violentes ». Donc, Sylvie, la parole est à vous pour essayer en 20 minutes de nous planter le décor de cette désobéissance civile si complexe et de aussi nous donner les évolutions, puisque je crois que vous parlez de ces évolutions-là comme étant rapides. Alors, Sylvie, à vous la parole. Je vous remercie. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Sachant qu'effectivement, le son n'était pas très bon, de très bonne qualité tout à l'heure. Donc, j'espère que ça ne sera pas le cas de mon côté. L'idée générale, en tout cas, en 20 minutes, parce que je ne vais pas vous faire un cours, pour dire clairement, en 20 minutes, expliquer la désobéissance civile. En revanche, ce que je veux faire, en tout cas, après déjà débat, notamment avec Marianne, c'est d'expliquer à la fois l'usage de la désobéissance civile dans nos sociétés, dans la démocratie,
et le fait aussi que ça pose, pour le dire clairement, plein de paradoxes, plein de problèmes dans ce récit démocratique. Donc ça va être un peu, voilà, donc ça peut permettre le débat par la suite et ne pas rester simplement, clairement sur juste, je dirais, un descriptif de la notion. Alors, quand même une petite définition, mais assez générale et on pourra y revenir, c'est clairement, issu alors surtout d'un bouquin, hein, écrit, bah, alors il y a une dizaine d'années, la désobéissance civile, un peu daté dans les exemples, mais qui n'est pas daté, en tout cas, sur les fondamentaux, c'est-à-dire sur l'histoire. Clairement, la désobéissance civile, on l'entend, alors je donne une définition très générale, mais c'est le cadre. Ça se motive, on va dire, ça se légitime lorsque le citoyen désapprouve une loi, une politique publique ou un régime politique, mais qu'il le fait au nom d'un principe supérieur au cadre juridique existant. Alors ça, c'est très large, c'est d'ailleurs une des définitions que nous, on a proposées, mais qui n'est pas liée à notre proposition, parce que nous sommes sociologues et non philosophes, mais qui est le fait aussi que ça renvoie aux pratiques. Et là aussi, moi, je vais en parler beaucoup, enfin, par des exemples ce soir, c'est-à-dire expliquer que la désobéissance civile, c'est à la fois un concept de philosophie, une notion philosophique, qui est presque inscrite dans, je dirais, l'ADN de la démocratie, puisque clairement, c'est le droit de tout citoyen à la résistance. On peut y même trouver, je dirais, trace, et là, je renvoie aussi aux philosophes, dans le récit contractualiste, hein, le contrat social, hein, le fait que voilà, le citoyen voilà, délègue, je dirais, son pouvoir à un État, mais sous réserve qu'il préserve aussi, je dirais, ses droits. Et deuxième point important, il me semble, la question est plus générale, c'est-à-dire le fait que on est dans une situation, alors qui peut être différente selon les cas, soit dans un contexte, je dirais, euh, autoritaire, pour dire clairement, ou soit dans un contexte où on est, je dirais, dans un récit démocratique plus constitué. Mais dans les deux cas, ça renvoie aussi à l'obéissance du citoyen dans une société, quelle qu'elle soit, d'une certaine manière. Et on renvoie aussi, alors ça va finir pour le volet philo, on va dire, à Hannah Arendt, par exemple, sur les questions d'obéissance. Hein. C'est-à-dire à savoir qu'est-ce qu'être obéissant, jusqu'où on peut aller vers l'obéissance. Donc ça c'est je dirais, le socle un peu à la fois intellectuel, le socle aussi de référence, mais c'est aussi le socle de référence pour la plupart, je dirais, des praticiens de la désobéissance civile, c'est-à-dire que tous les citoyens qui sont entrés en désobéissance civile, et après je vais revenir un petit peu sur quelques aspects d'histoire, tous les citoyens se fondent et se légitiment dans leur désobéissance civile au travers de l'idée que, en réalité, ils obéissent à la loi, hein, clairement. Mais simplement, dans des cas bien particuliers et réservés, ils vont entrer en désobéissance lorsqu'ils estiment justement qu'il y a une injustice, une inégalité ou une iniquité. Et ça, c'est un point important parce que c'est la question de la légitimation de l'action, puisqu'on va rentrer, ce sont des citoyens, et ils rentrent dans l'inégalité. Or, a priori, on est tous respectueux de la loi quand on est voilà, des citoyens actifs dans une société. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait aussi que ces citoyens vont évidemment entrer dans un répertoire d'inégalité. Et même Hannah Arendt, alors en philosophe, on a parlé, puisqu'elle a clairement expliqué qu'il faut faire une différence, pour dire vite, entre une action criminelle ordinaire, on va dire, je ne sais pas, une détérioration, un vol, une atteinte à l'ordre public, et la désobéissance civile. Le fait d'être désobéissant civile, on a un acte de toute façon illégal qui renvoie à ces catégories criminelles, mais la pratique revendicative qui est illégale peut se légitimer et peut se légitimer essentiellement, et ça, bon, on peut y revenir dans le débat, parce que la plupart des praticiens, et notamment les praticiens du début, hein, on revient à Gandhi, Martin Luther King, et tout à l'heure je vais en reparler pour en faire un bref historique,
se réfère à l'action directe non violente. C'est-à-dire que clairement, à chaque fois, la désobéissance civile a mené, je dirais, à la fois les praticiens, c'est-à-dire ceux qui vont pratiquer la désobéissance civile, et sans parler de ceux qui vont, je dirais, la réfléchir, vont travailler l'idée de l'action directe non violente. Et derrière l'action non violente, l'action directe non violente, bien souvent, y est ajouté l'engagement, qui a d'ailleurs été le cas dans la plupart de ceux qui ont recouru à la désobéissance civile, d'accepter quand même la sanction, c'est-à-dire le procès, l'engagement jusqu'au procès, jusqu'à l'idée que l'on peut être poursuivi par. Et le procès lui-même, souvent, est un espace aussi pour réinterroger la loi. Alors, comme le disait tout à l'heure aussi Marianne, on travaille beaucoup sur l'écologie. Moi-même, j'ai travaillé énormément sur l'écologie, mais il faut renvoyer ça à d'autres situations, notamment, par exemple, les questions du droit à l'avortement. C'est parti par une dimension de désobéissance civile. Donc, le procès de Bobigny, par exemple. Donc, le procès, c'est aussi une étape dans la mobilisation et pour contester une loi, pour contester une politique publique qui méconnaîtrait les droits fondamentaux de l'individu. Autre point, et je vais aller assez vite, parce que j'ai quand même que 20 minutes, la question de la violence quand même se pose dans l'usage et s'est posée dès le début et c'est pourquoi, que ce soit Gandhi ou Martin Luther King, Thoreau aussi d'une certaine manière, et alors ne parlons pas de nos contemporains et en particulier, je ne sais pas, les groupes autour de José Bové par exemple, la question était souvent abordée autour des questions de sabotage par exemple, c'est-à-dire des atteintes aux biens. Et quelle est la limite à la violence? Parce qu'il y a aussi quand même des illégalités qui peuvent aller jusqu'à quand même des violences, alors qui ne sont pas des violences physiques, mais des violences atteintes aux biens et au désordre public, détérioration, etc. Et est-ce qu'on doit aller jusque-là? Là, Alors, on doit aller... je vous coupe, Sylvie. Je pense que ce sera intéressant d'avoir le point de vue de l'avocat là-dessus, parce que c'est sur cette question, ce sur quoi l'État s'appuie pour réprimer ces actions. Tout à fait, tout à fait. Alors, l'État s'appuie, mais l'État aussi, enfin, on y reviendra. L'État, il y a une législation, il y a évidemment des catégories criminelles. Là, je vais aller du côté de l'État. C'est vrai que si chaque citoyen commence à saboter, bon, voilà, c'est aussi le bien commun. On peut penser aussi à des... du coup, je fais une digression. Vous m'entraînez à une digression, donc j'en rajoute une. Lorsqu'on est face, aux États-Unis notamment, mais en France, ça est arrivé déjà le cas, face à des groupes, par exemple, à l'inverse anti-avortement, il peut y avoir des dégradations et du sabotage, et notamment du matériel médical. C'est arrivé dans certaines cliniques. Là aussi, donc vous voyez, je veux dire, la question de la violence, c'est aussi voilà, la question du sabotage. Et la question du sabotage est au cœur même de la désobéissance civile, puisque la désobéissance civile articulée à l'action directe non violente, et clairement sur l'idée que on doit en tout cas ne pas, je dirais, enfreindre une sorte de Rubicon qui est autour de la protection des individus, du vivant, comme disent les écologistes aussi, c'est-à-dire ça peut être aussi le végétal ou l'animal. Et d'ailleurs, au nom de la protection du végétal et de l'animal et du vivant, on peut aller justement au sabotage. Mais clairement, il peut y avoir des questionnements sur le sabotage du matériel, on va dire. Alors, ça, c'est un point. Et ça me permet aussi quand même d'aborder, mais juste de l'aborder, et après on pourra en parler. Le fait que en sociologie, en sciences politiques, y compris sur les questions, alors je dirais plus graves au sens qui ont traversé aussi nos sociétés, et surtout récemment les questions de recours à la violence politique, et dans la violence politique, il peut y avoir ce qu'on appelle le terrorisme, en tout cas la catégorie terroriste. On sait très bien aussi que ces catégories, y compris la catégorie dite terroriste, est très relatif selon les États et selon, et quand je parle des États, c'est toutes les formes d'États, autoritaires ou démocratiques, et les formes de contestation.
Ce que disait Martin, qui est un grand spécialiste du terrorisme, on peut dire ça comme ça, enfin en tout cas des violences politiques, et qui a justement beaucoup réfléchi aux questions de violence, qui lui-même a eu un parcours personnel très marqué par la violence, puisque c'est un rescapé, enfin pas lui, mais ses parents de la Shoah, c'est un Polonais, donc rescapé de la Shoah. Donc, il a beaucoup réfléchi à ces questions de violence et il dit clairement que les États aussi construisent la violence, c'est-à-dire que c'est une interaction entre contestataires et États. Et clairement, l'État, il a un coup d'avance sur les contestataires, c'est qu'il a le monopole de la violence légitime, pour ressortir une catégorie de Max Weber. C'est lui qui va encadrer le jeu et tous les rituels de la contestation et va criminaliser ou non. Alors, pas tout seul, parce qu'on ne criminalise pas tout seul. L'État, en tout cas dans une démocratie, ça passe aussi par la législation. Mais clairement, voilà, il y a ce cadre-là. Et le citoyen qui conteste, eh bien, il va travailler peut-être à faire bouger les lignes, mais dans ce cadre du monopole de la violence légitime. Alors, pour en revenir à mes moutons de la désobéissance civile, je vais juste dresser trois. Alors, pour répondre aussi un petit peu à la commande de la soirée, je dirais, j'ai essayé de reprendre mes notes et de les organiser pour expliquer aussi en quoi c'est. J'ai souvent été interrogée sur la singularité de ce qui se produit en ce moment, sur la désobéissance civile. Donc, je vais d'abord vous expliquer qu'en réalité, il y a ce que j'appelle les fondateurs ou les fondatrices, parce qu'il y a aussi des femmes. Les fondateurs et les fondatrices de la désobéissance civile apparaissent au XIXe siècle, enfin au sens, en tout cas, au sens de la revendication. On cite surtout maintenant d'ailleurs, enfin je dis dans le mouvement écologiste. David Soro est beaucoup mieux connu maintenant qu'il y a même une vingtaine d'années, avec son fameux texte fondateur qui d'ailleurs ne s'appelait pas désobéissance civile, mais résistance au gouvernement civil, et qui était donc en 1866, rappelons-le, un des premiers textes expliquant très clairement la légitimité de la résistance civile et dans un cadre très particulier qui était la lutte contre l'esclavage, parce que c'était clairement dans la dynamique de l'abolitionnisme aux États-Unis. En y ajoutant, parce que David Soro, je dirais, était une sorte de précurseur, puisqu'il défendait aussi le droit des femmes, le droit, on peut dire clairement, de toutes les minorités aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est lui qui, d'ailleurs, a payé à petit écho, parce qu'il n'a pas non plus connu un long moment d'emprisonnement, mais il a quand même été emprisonné en faisant un des premiers actes de désobéissance civile, qui était de ne pas payer ses impôts, parce que clairement, c'était un des premiers actes. Autre acte de désobéissance civile, et ça on l'oublie beaucoup dans nos sociétés, parce que voilà, on n'est plus tout à fait dans celle-là, mais en espérant que ça ne revienne pas d'ailleurs. Le fait aussi que les hommes devaient leur service militaire. La désobéissance civile, en tout cas, parfois ça pouvait être ça aussi, c'était refuser de rejoindre l'armée ou rejoindre les armées. Donc, David Soro, lui, il a légitimé, il a donné un socle important. Ses écrits sont toujours très présents, y compris dans les mouvements de désobéissance civile. Et après, on a dans les fondateurs les deux praticiens, on va dire, enfin, ce que j'appelle les praticiens, c'est-à-dire ceux qui ont construit aussi un mouvement social, qui sont évidemment Gandhi, Martin Luther King. Alors, je donne que ces deux-là pour ce soir, mais ce qui fait un peu la singularité quand même, enfin singularité qui renvoie à des époques différentes et à des questionnements différents de ceux de ce soir en tout cas, c'est que Gandhi, il a travaillé, je dirais, la question de la désobéissance civile dans un contexte colonial et dans l'idée d'une lutte de libération et de libération liée, alors à la fois, pour reprendre des catégories modernes et contemporaines, à la fois sur la race, puisque c'était clairement être indien en Afrique du Sud et être indien dans un système colonial, mais aussi de caste, puisqu'il y avait aussi la question des castes, en tout cas en Inde. Il faut se rappeler aussi qu'il a bousculé sa propre société en remettant en cause les castes. Donc, il y avait aussi un projet derrière de société, un projet de libération et de société. Martin Luther King, lui, il avait pratiquement le même projet. D'ailleurs, il s'est beaucoup inspiré des luttes, je dirais, de Gandhi, avec le même projet aussi, qui était un projet de libération, mais aussi surtout d'égalité. D'égalité dans une société où on n'avait pas reconnu clairement l'égalité des Afro-Américains et surtout une égalité qui, d'ailleurs,
rappelons-le, dans ces textes, c'est un des tout premiers à parler d'urgence. L'urgence qu'on entend actuellement, on parle d'urgence climatique, mais Martin Luther King disait il est urgent, et il parlait bien de lui aussi, alors c'était Génération Future pour lui, c'est-à-dire que ses enfants, il avait des très beaux discours sur le fait que les jeunes, enfin les enfants, les adolescents des années 50-60 aux États-Unis, quand on essaie afro-américain, on devait avoir les mêmes chances que les Blancs. Et il se fondait beaucoup sur cette idée de l'urgence et de l'urgence démocratique. Et là, dans toutes ces dynamiques-là, c'est quand même des mouvements relativement de masse et avec des relais très forts dans l'opinion publique. Et Gandhi comme Martin Luther King ont été des grands, je dirais, des grands inspirateurs encore actuellement de l'idée que non seulement la désobéissance civile et l'action directe non violente étaient intéressantes, mais aussi étaient intéressantes parce que, et vous voyez, c'est encore très contemporain, pouvaient avoir un écho dans l'opinion publique et dans les médias. Et notamment, Donc, Gandhi a été le premier à y penser. Donc, oui, donc s'il dit oui, c'est ça la transition peut-être maintenant avec la désobéissance civile aujourd'hui, c'était la question de le rapport qu'ils entretenaient avec les institutions, parce que ça a débouché sur des actions vraiment de masse, alors qu'aujourd'hui, pour l'instant, si vous pouvez nous aider à comprendre l'évolution actuelle de cette tout à désobéissance fait. civile. Alors, tout à fait, parce que, alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une affaire de masse derrière, c'est surtout que, alors là, je ne vais quand même pas sauter au-dessus de l'écologie en France, parce que c'est l'écologie en France parce qu'on va quand même parler surtout de la France, qui a quand même adopté la désobéissance civile, parce que là, on était sur des grandes luttes et des luttes liées à l'égalité et à des questions, on va dire clairement sociales et postcoloniales. Alors que l'écologie en France, a été la désobéissance civile, c'est quand même beaucoup, je dirais, développé dans le mouvement écologiste dès le Larzac dans les années 70. Je vais sauter, tant que vous en faites pas, je ne vais pas le faire jour par jour, et minute par minute, mais le Larzac a vraiment inventé la forme et la matrice de l'écologie qui adopte des manières de faire qui avaient pour ambition aussi d'avoir un écho dans l'opinion publique, qui travaillait, tissait des liens sur l'idée de la démocratie, c'est-à-dire on est écologiste et on est conscient qu'on est citoyen, etc. Mais on veut défendre, voilà. Bon, là, c'était le Larzac. Après, ça a été plus tard contre les OGM ou contre voilà, d'autres aménagements aussi qui ont pu avoir lieu. Ça a été les ZAD Notre-Dame-des-Landes un peu plus tard. Et pour arriver à la manière contemporaine, parce que pour ne pas prendre trop de temps, donc je vais résumer, mais actuellement, on est ce qu'on appelle dans la vague, enfin moi ce que j'appellerais, hein, je n'ai pas encore identifié de manière forte, mais on est dans la vague, comme on dit, de l'urgence climatique. Alors la vague de l'urgence climatique est relativement nouvelle, y compris dans le mouvement écologiste, et il ne faut pas le nier, y compris dans le mouvement écologiste, il est un peu voilà, perturbé, on va dire, par cette nouvelle génération. Alors, non pas parce que c'est une nouvelle génération qui invente la forme et qui invente, je dirais, les questionnements et qui, d'ailleurs, et les écologistes sont tous d'accord que voilà, la désobéissance civile reste très légitime, et même totalement légitime avec les actions climatiques, mais elle s'empare d'un questionnement dans un contexte qui est totalement différent. Puisque, et là même les écologistes sont assez d'accord, on est dans une situation de crise climatique et de crise écologique majeure. On sait très bien que, en gros, la question s'accélère, enfin la question de la détérioration de l'environnement et de la planète, enfin surtout de son climat, s'accélère fortement. Le fait aussi que le mouvement écologiste a plus ou moins gagné, c'est-à-dire que clairement, il est identifié, il est dans les institutions. Les écologistes ont mené de front souvent les vagues de concertation, les différentes assises, ont été, je dirais, entre guillemets, des bons petits soldats au sens où ils ont participé à voilà, des modalités de politique publique. Mais ils se rendent compte que soit ça ne va pas assez vite dans les transformations sociales, soit ils estiment en tout cas que
En gros, je résume, c'est plus du greenwashing que des transformations globales et des transformations aussi exigeantes qu'eux, ils souhaiteraient. C'est dans ce contexte-là qu'on assiste effectivement depuis, alors depuis cet été surtout, hein, à cette vague de désobéissance civile, alors qui d'ailleurs pourrait être interrogée aussi, parce qu'on est surtout dans l'action directe non violente, qui d'ailleurs se légitime en désobéissance civile, mais ce n'est pas de la désobéissance civile directe, comme on dit, c'est plutôt indirect, au sens où on utilise, je dirais, les cibles, notamment les tableaux, par exemple, comme des vecteurs d'amplification, alors je sors des grands mots, mais des vecteurs d'amplification de lutte, c'est-à-dire de manière de scandaliser pour faire, clairement, pour faire parler, alors que le vrai sujet, c'est quand même le réchauffement climatique. Donc, c'est relativement d'ailleurs exigeant et compliqué. C'est beaucoup plus exigeant et compliqué finalement aussi je dirais, de sensibiliser sur la question climatique que sur la question, par exemple, de la ségrégation raciale, parce que la ségrégation raciale, les personnes qui se mobilisaient étaient directement concernées. Clairement, par exemple, s'asseoir dans un espace réservé aux Blancs, c'était à la fois illégal, mais c'était aussi montrer toute sa légitimité à être dans ces espaces-là. Quand on est un jeune et qu'on doit parler d'un grand problème comme le réchauffement climatique, c'est plus compliqué. Donc, on a bien vu aussi, entendu que bien souvent, toutes ces actions directes sont accompagnées, je dirais, d'un texte assez fourni. Alors, je parle évidemment des actes qui ont été les plus relevés, on va dire, dont on a entendu beaucoup parler, mais il faut se rappeler que la multiplication des actions directes non violentes, la multiplication, voilà, s'est vue et s'est propagée à partir de cet été, et donc de la canicule. Pour le dire clairement, dès cet été, il y avait déjà des actes qui voulaient lancer des alertes. Et là, on n'est plus tout à fait dans le même registre. Enfin, en tout cas, ce n'est pas tout à fait le même registre que ce que je vous ai décrit rapidement dès le début. On est dans des registres d'alerte, on est dans des registres de scandalisation, ce qui ne veut pas dire que pour autant, ce n'est pas de la désobéissance civile, mais ce n'est pas tout à fait la même. On est aussi sur des enjeux qui sont globaux, planétaires, et on n'est plus sur des enjeux, je dirais, de groupes sociaux. Et là, ça englobe toute la société. Donc, c'est véritablement des singularités aussi. Et enfin, je resterai là-dessus pour terminer, parce que je crois que j'ai un peu dépassé peut-être. Il y a aussi la question, mais ça c'est un petit peu pour reboucler avec les premières phrases de l'exposé, on est aussi dans un nouveau contexte au sens, enfin je parle pour la France, hein, simplement la France, on ne va pas entrer dans tous les États, où après la vague d'attentats de 2015, et il a été assez bien documenté, je dirais que je ne suis pas la seule à l'avoir écrit, enfin moi je n'ai pas très peu écrit d'ailleurs là-dessus, mais les spécialistes de la police, les spécialistes de la répression, les spécialistes des politiques publiques de sécurité ont bien observé que après l'état d'urgence, au fur et à mesure, l'expression, on va dire, libre dans l'espace public est plus compliquée, et la stigmatisation du mouvement social peut arriver aussi assez vite. Et avec aussi des dynamiques d'interpellation, etc., qui sont nouvelles, enfin, qui ne sont pas tout à fait de la même grammaire qu'auparavant. Ce qui ne veut pas dire que pour autant, il n'y a plus d'expression voilà, comme pour dire clairement des manifestations de masse, hein, mais que les manifestations de masse, soit sont, voilà, si vous voulez, on dit ça en sciences politiques, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes d'action qui peut décourager aussi, notamment pour les écologistes. Avant, les écologistes étaient connus pour être des manifestations, je dirais, plutôt tranquilles. Et on y venait en famille. Il y avait d'ailleurs, moi je l'ai constaté, beaucoup de familles qui venaient manifester, etc. Et au fur et à mesure, voilà, des difficultés, je dirais, de maintien de l'ordre, alors qu'ils sont peut-être des deux côtés, mais il n'empêche que, voilà, il y a quand même aussi des difficultés à faire des manifestations de masse. Et aussi, et ça a été aussi assez observé,
Bien souvent, alors peut-être à juste titre aussi, hein, c'est leur manière de gérer les problèmes publics, on va dire. Mais l'État français qui souvent jouait un peu à un jeu de ping-pong avec la rue, pour dire clairement, puisque la France est connue pour ses mobilisations de rue. Et là, c'est Daniel Tartakovsky qui peut en parler mieux que moi. Eh bien, généralement, en gros, il y avait des grèves, des grandes manifestations, et puis on essayait de faire bouger les politiques publiques. Or, il y a eu énormément de mobilisations récemment et qui n'a pas forcément fait bouger les politiques publiques. Et donc, il y a un sentiment aussi, je dirais, d'usure dans la forme manifestante. Donc ça, c'est une question aussi. C'est quand les formes manifestantes ou les formes, on va dire, conventionnelles de mobilisation sont contraintes, on voit aussi que les militants sont obligés de s'inventer. Et de s'inventer aussi dans un contexte où on a une jeunesse qui est anxieuse pour son avenir, qui est peut-être dans l'éco-anxiété, et aussi avec, je dirais, des multitudes de crises, mais une crise environnementale qui est clairement identifiée. Donc, ça crée aussi, je dirais, des tensions qui font que les actions directes non violentes, y compris très radicales, peuvent advenir dans un contexte qui n'est plus tout à fait le même que celui même que j'ai connu il y a 10-15 ans quand j'avais écrit le bouquin sur la désobéissance civile. Donc, voilà quelques éléments de réflexion pour la soirée. Oui, merci beaucoup, Sylvie, parce que c'était quand même un peu difficile. C'était un défi que vous relevez très bien en termes de timing. Je retiens ce que vous dites sur le principe philosophique inscrit dans la démocratie. Est-ce qu'il est aussi inscrit dans le droit? Parce que quand vous parlez de l'évolution des conditions de manifestation, et il y a peut-être aussi une évolution dans le maintien de l'ordre qui est tout à fait le même et qui fabrique peut-être lui aussi les conditions d'une surenchère. Alors, on va donner la parole à Étienne Coubard, mais je voudrais saluer l'arrivée de Étienne Ambroselli qui nous a rejoint et qui a peut-être vu sur le chat une question qui va directement lui être posée tout à l'heure. Vaste question, y a-t-il en France un article de loi qui permet ou protège la désobéissance civile? Voilà. Donc, nous allons maintenant entendre Étienne Coubard, qui est activiste, qui travaille aux Amis de la Terre. Donc, il est chargé de mobilisation aux Amis de la Terre. Mais qui ne fait pas de distinction entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, comme justement l'observe Étienne Ambroselli dans les contacts, le travail avec les militants qu'il défend, puisque vous observez un continuum entre les deux, la vie perso et la vie pro. Alors, Étienne, vous avez participé à de nombreuses actions. Je crois que il y a plusieurs années, vous avez fait partie des décrocheurs des portraits d'Emmanuel Macron. Vous avez mené des actions contre Amazon, contre le réchauffement climatique. Et moi, ça rebondit vraiment sur ce que nous a expliqué Sylvie Olitro, parce que vous avez fait un très beau texte où vous expliquez comment vous êtes progressivement allé sur ce terrain de lutte. Vous avez écrit « La croissance est au service de l'intérêt général ». Alors, pourquoi autour de moi, en son nom, je la vois bafouer les droits humains, détruire la biodiversité et pousser de plus en plus de personnes vers la précarité? Comme beaucoup, j'ai voté, j'ai manifesté, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, alors, vous allez pouvoir nous expliquer en quoi les actions des désobéissances civiles peuvent servir à quelque chose. Et quand Sylvie en a parlé, mais on s'interroge sur à quoi servent des actions comme par exemple l'intellectuel écologiste Dominique Bourg qui a dit à propos de la soupe sur les tournesols de Van Gogh, quelle était l'empreinte carbone de Van Gogh pour qu'on jette de la peinture sur ses tableaux. Voilà, donc on ne va pas épiloguer sur ce qu'elles ont répondu, mais elles ont répondu à un texte très pensé pour justifier leur action. Étienne, alors c'est à vous.
Oui, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, alors, donc vaste sujet à évoquer assez rapidement, parce que moi j'ai 5 minutes pour vous. Alors, donc oui, donc en effet, le parcours jusqu'à la désobéissance civile est à la fois en fait très variable en fonction des personnes. Là où vous évoquiez justement mon parcours qui était plutôt un parcours de travailleur social à l'origine et avant ça en fait un parcours en histoire de l'art. Donc beaucoup en fait d'évolution pour essayer de rendre un peu plus concret les engagements que je pouvais porter. Et force est de constater en fait qu'à chaque étape de mon évolution personnelle, je me heurtais à la même difficulté, c'était vouloir en fait faire en sorte que l'intérêt général prime, en tout cas contribuer à ça, et voir en fait aussi que les politiques publiques n'étaient pas adaptées à cet intérêt général-là. Donc, pour faire assez rapidement, en effet, la question est comme beaucoup d'avoir pratiqué différentes formes de militantisme, parfois du coup connectées entre elles, entre bah, le plaidoyer, dialoguer avec des décideurs politiques, faire des manifestations, faire des recours juridiques, aller faire des notes d'expertise, donc créer des argumentaires et faire de la recherche, communiquer dessus. Tout cela, ça reste quand même dans la palette de ce qu'on peut avoir et de ce qu'on peut retrouver toujours à la fois quand on est sur un sujet précis qu'on veut faire monter en matière climatique. Donc moi, mon sujet, c'est plutôt la surproduction, notamment textile, électronique et les vecteurs d'augmentation qui sont le e-commerce, donc la vente en ligne. Et là-dedans, en soi, en fait, on produit un peu tout ça en l'état parce que ça nous permet, en fait, justement, quand on est sur un sujet précis, donc admettons, on veut obtenir une victoire tout simplement empêcher l'implantation d'entrepôts de la vente en ligne, si on veut. En fait, c'est intéressant, du coup, de pouvoir connaître toutes ces palettes-là et en soi, pouvoir les utiliser. Et la désobéissance civile permet à la fois donc, de braquer les projecteurs sur ce sujet, quand en fait, on a un peu épuisé tous les recours, quoi. Ou aussi, si on veut juste tout simplement rajouter de la pression dessus, faire en sorte que les médias en parlent, faire en sorte que voilà, les décideurs politiques doivent se saisir des sujets. Et c'est un petit peu ce que du coup, moi, je mène en tant qu'animateur des différentes luttes locales, en fait, sur les projets d'entrepôt de la vente en ligne, animateur de la coalition. C'est notamment en fait faire en sorte que la paix sociale soit pas garantie, entre guillemets, si on peut dire. Parce qu'en fait, c'est important pour l'État, normalement, il est garant en fait, de cette paix sociale. À partir du moment où il y a un projet qui est construit, ou en tout cas qui est en construction, il ne peut plus garantir cette paix-là à partir du moment où en fait, il y a des oppositions qui sont présentes sur place. Donc ça, c'est sur le volet de la désobéissance civile directe, quoi. On vient s'opposer directement à un projet ou à une injustice, quelle qu'elle soit. Et donc de là, en fait, on vient créer justement cet impératif pour l'État de résoudre cette solution, quoi. Sauf qu'en l'État, aujourd'hui, le gouvernement est très particulier depuis un certain temps, et notamment sur le mandat passé et celui actuel. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de discours qui sont formulés sur le fait de prendre en compte notamment les enjeux climatiques, de prendre en compte euh, les mesures qu'il faudrait mettre en œuvre. Euh, mais de ne pas le faire en fait. Parce que l'enjeu est justement de perturber la mobilisation et de faire en sorte qu'il n'y en ait pas, ou faire en sorte qu'en fait tout est circulé, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème. Donc on se retrouve à être assez en difficulté quand on fait de la désobéissance civile sur un sujet précis. Après, il y a évidemment d'autres formes qui sont présentes, qui sont plutôt de l'ordre de la bataille culturelle plus globale, comme c'était le cas là, comme c'est le cas avec Dernière Rénovation ou avec Just Stop Oil. Enfin, voilà, donc on retrouve un petit peu ces palettes-là, mais systématiquement, là où en fait on se retrouve à vouloir avancer, c'est quand il y a une situation de blocage, la désobéissance civile est un outil. Étienne, juste, Ouais. juste quand vous parlez de bataille culturelle pour l'action de Van Gogh, là, entre guillemets, enfin, pour résumer Just Stop Oil, c'était pas culturel, c'était un vecteur, comme l'a dit Sylvie. Un vecteur. Le vecteur pour l'action environnementale, mais c'était pas. Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. En vrai, oui, voilà. Ce que je regroupe par ce qu'on appelle en jargon un peu militant, et ça dépend des organisations, c'est la bataille culturelle, c'est-à-dire en fait faire en sorte
que le sujet climat, et la preuve en est, c'est qu'on a beaucoup parlé climat grâce à ces actions-là, est positionné au devant de la scène médiatique, quoi. Et donc, c'est là un vecteur, en tout cas un véhicule pour parler du sujet. Et donc, ça, on peut le retrouver quand on parle d'un sujet précis, on peut le retrouver quand on parle d'un sujet plus large. Là, en l'occurrence, en fait, ce qui est le cas pour Dernière Rénovation et pour Just Stop Oil, c'est pas uniquement d'obtenir une victoire sur un sujet précis, mais plutôt de prendre en compte l'intégralité en fait de l'ampleur du dérèglement climatique et de ce qu'il faudrait mettre en œuvre. Après, il y a quand même des demandes sur la rénovation qui sont sur la rénovation thermique des logements, mais les actions ne sont pas directement connectées à ça jusqu'à maintenant. Donc, en fait, voilà. Et après, il faut surtout je vous interromps encore. terminer là-dessus. Ouais. Ouais. Vous dire que là, on verra aussi, parce que ce qui m'intéressait, c'est quand Sylvie a parlé des actions qui étaient soit à l'échelle planétaire, pour simplifier, et d'autres qui étaient très concrètes. Là, on va le voir avec Audrey et Laurent, parce que sur le Val d'Oise, par exemple, ils ont mené des actions très territorialisées, mais finalement, quel que soit votre champ, qu'il soit planétaire ou concret, vous êtes exactement dans la même démarche, il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas de différence. Simplement, du coup, je précisais les différentes palettes qu'il peut y avoir en tout cas et qui servent systématiquement en fait à quand il y a un blocage, une situation de blocage, que ce soit politique ou que ce soit médiatique, ça peut être un moyen de le débloquer et on peut le voir comme un moyen de débloquer sans avoir à mettre en œuvre toute une palette d'actions qui sont les recours juridiques, les communications, l'expertise, les manifestations, le plaidoyer. On n'est pas obligé de mettre tout ça en œuvre, on peut être juste au service du coup d'un vecteur braquer le projecteur sur un sujet, où on peut donc concrètement en fait servir à appuyer, à débloquer une situation quand on a une demande très précise. Et c'est ce que la plupart en fait des ONG climat font jusqu'à maintenant, c'est-à-dire se basent sur un sujet précis, une demande précise. Donc si je reprends l'exemple du moratoire sur les entrepôts de la vente en ligne, qui peut être la même chose que le moratoire sur les aéroports et les extensions d'aéroports. Voilà, on a une demande précise et en fait, on la pousse et on braque les projecteurs, mais en tout, il y a toute une palette en fait d'autres outils qui sont utilisés et qui sont importants aussi de conserver, mais ça permet juste la désobéissance civile de débloquer le sujet. Et surtout, en fait, c'est là où je voulais en terminer, c'est qu'en fait, la somme en fait de ces différentes mobilisations, le fait de rentrer, d'avoir un parcours d'engagement, donc en fait, que les personnes viennent nous rencontrer pour venir nous soutenir sur le plaidoyer, participer à des actions de désobéissance civile, mener des luttes locales. En fait, tout ça, c'est quand même au service justement d'un grossissement de la mobilisation qui aujourd'hui, en fait, n'est pas arrivé à un moment suffisamment important pour qu'on arrive à avoir vraiment les grosses vagues de désobéissance civile qu'on a pu connaître du coup par le passé. Aujourd'hui, on ne les a pas. On essaye du coup de les avoir par différents canaux. Et surtout, en fait, plus les blocages politiques sont présents, plus la force de la mobilisation peut être importante. Ou, suivant la répression, peut être du coup aussi un moyen donc de la saper. Mais tout simplement, l'idée, c'est plutôt en fait que nous, on essaye à chaque fois en fait de positionner des jalons, à chaque fois qu'on mène une action, de positionner des jalons, mobiliser davantage de personnes, aiguiser notre vision du monde et pouvoir la transmettre pour qu'à terme, en fait, il y ait vraiment une multiplication d'actions qui se mettent en œuvre et qui permettent de montrer en fait justement qu'il y a un changement qui peut s'opérer. Donc, là, en gros, pour moi, on est plutôt en train de poser plein de briques. Tous les acteurs qui sont en présence, Just Stop Oil, Dernière Rénovation, Extinction Rebellion, les plus anciens tels que Greenpeace, Attac, les Amis de la Terre, Alternativa, tout cet écosystème-là, en fait, sert justement à engranger des forces supplémentaires et à aiguiser en fait la vision du monde qu'on peut avoir pour justement, en fait, à un moment avoir des vraies vagues de désobéissance civile qui vont permettre de débloquer la situation, quoi. Étienne, Voilà. une question. Est-ce quand vous parlez finalement, ça répond aussi à ce que disait Sylvie par rapport historiquement au mouvement de Gandhi généré par Gandhi ou par Martin Luther King. On n'est pas aujourd'hui dans ces grandes vagues. En même temps, c'est un paradoxe parce que c'est très médiatisé. Quelques poignées d'individus réussissent quand même à une médiatisation maximum. Mais est-ce que vous n'avez pas peur en multipliant des actions, on favorise l'irritation de certains sur l'opinion?
Oui, bien sûr, ça peut, hein. C'est sûr quand tout le monde, tous les mouvements n'ont pas été soutenus par tout le monde, c'est sûr que du coup, on se retrouve à être systématiquement dans une question de crête entre est-ce que en fait ça va être ce qu'on appelle du coup un backlash, c'est-à-dire qu'en fait il y a vraiment en fait on a une opposition généralisée à une modalité d'action ou justement en fait une fracture et un dilemme au sein de la population qui crée en fait justement une discussion et un débat de société qui peut permettre d'avancer. Là, à chaque fois, en fait, c'est toujours le dilemme qu'on peut avoir. Mais ce qu'on doit pas oublier, c'est que chaque dans l'histoire, en fait, on a toujours eu une différence en fait dans la perception de la société, mais surtout du système médiatico-politique qui varie en fait, et dans lequel nous on pense systématiquement s'adapter. Et par exemple, quand on mène des actions de désobéissance civile, c'est aussi pour que en fait, en gros, on en parle en soi. Ça permet du coup de questionner les choses. Si les médias en fait n'en parlaient pas, du coup il y aurait plus de, il y aurait pas vraiment de sujet qui serait posé sur la table. Par contre, du coup, le traitement médiatique tel qu'il est aujourd'hui, il est pas adapté par rapport aux éléments qui sont transmis. C'est-à-dire qu'il y a énormément de documentation sur ce qu'il faudrait faire, sur comment en fait on devrait traiter la cause climatique. Et en fait, en l'état, ils préfèrent aussi traiter soit que les modalités d'action, soit de manière très superficielle. Et donc, forcément, c'est le gros blocage en fait, qu'on peut identifier là, c'est-à-dire la manière dont sont traitées les actions et la manière dont le message qui est porté est clairement donné, quoi. Mais nous, en même temps, on joue aussi ce jeu-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit questionner. On joue grâce au jeu médiatique. Le jeu politique est aussi questionné. On est dans ce système politique, on ne peut pas l'ignorer. On porte des revendications. Voilà. Mais simplement, en fait, l'idée, c'est que plus on va avoir des revendications qui vont être portées, plus on va affiner un peu notre vision de société, plus on va se prendre des murs en disant non, c'est pas possible, plus peut-être qu'on va perdre des personnes parce qu'ils seront désabusés, ou peut-être que du coup, on va pouvoir en gagner dans des personnes qui vont vouloir en tout cas aller plus loin et essayer en tout cas d'aller sur un vrai changement de système, quoi. Et c'est un petit peu là où en fait on se retrouve à ajuster des boutons et à voir comment ça peut évoluer et à essayer de faire en sorte de franchir ce mur médiatique et ce mur politique pour aboutir à une vision de société à la mettre en œuvre. Je pense que pour reprendre des formes traditionnelles de lutte comme les grèves, par exemple dans les transports collectifs, j'imagine que les syndicats se trouvent confrontés à la même question d'essayer d'embarquer les usagers, mais en même temps de pas provoquer leur colère, en fait. Bien sûr. Et c'est là où, en fait, pour répondre justement à la question qui était posée dans le chat, en fait, oui, nous, enfin, on conçoit toujours, pardon, je suis un peu enrhumé. On conçoit toujours, en fait, un parcours d'engagement, en fait, à la fois sur des actions simples, soit de la désobéissance civile simple, soit, en fait, des actions qui sont complètement légales. Et en fait, en l'état, voilà, la question du plaidoyer, la question du coup d'aller tracter dans les rues, d'aller voir, en fait, faire du community organizing, comme on appelle ça, aller en gros faire des enquêtes de colère et identifier du coup les problématiques des personnes qui sont présentes à nos côtés, autour de nous, nos voisins, etc. Pour savoir, oui, vous avez des problèmes dans vos logements, machin, comment on peut le résoudre, qui s'organise. En fait, il y a plein de modalités d'action qui sont possibles. En effet, la désobéissance civile, c'est plutôt le moyen d'expression qui va aller transgresser les lois, comme ça a été très bien dit par l'intervenante précédente. Donc, en effet, il faut aller petit à petit aussi. Il faut s'adapter en fait aussi aux différents modalités d'engagement. Et c'est là où en fait aussi, ouais, faut visualiser les choses comme un parcours. Tout le monde n'est pas prêt et prête à aller jusqu'à prendre des risques, puisqu'évidemment, ça fait peur. Et c'est pas plaisant à faire. C'est plus parce que on peut sentir individuellement qu'on se sent un peu piégé, qu'on n'a pas le choix en fait de devoir au moins transgresser la loi sur cette partie-là, parce qu'on sent que c'est légitime de le faire, parce qu'on veut pousser un sujet, parce qu'on veut faire avancer les choses. Et c'est pas forcément du coup aussi quelque chose qui peut être fait par tout le monde, mais dans lequel on peut emmener un maximum de personnes pour avoir cet élan populaire-là. Tiens, alors on voit que sur le chat, on a pas mal de questions. Alors là, on va donner la parole à certains d'entre vous. Je vois par exemple Fouzia qui pourrait poser verbalement sa question. Et puis aussi, si vous voulez interagir avec Sylvie Olitro et intervenir entre vous. Donc peut-être déjà Fouzia. Alors, on peut lire sa question, Fouzia, avant qu'elle se connecte. Malheureusement, avec la banalisation des discours radicaux,
une frange de la société est laissée pour compte. Et nous, en tant qu'acteurs de terrain, on est appelés à calmer les ardeurs, en l'occurrence des jeunes, dans nos quartiers. Qui veut lui répondre? Ah, elle n'a pas de micro ni de vidéo, mais elle entend. Alors, si on peut lui répondre. Oui, en fait, c'est un petit peu ce que je répondais tout à l'heure. Justement, je répondais à cette intervention-là en Oui. disant que, et après, je peux laisser compléter d'autres personnes, c'était plutôt l'idée, en fait, que la désobéissance civile n'est pas le seul moyen d'action, qu'il y en a d'autres. Et après, il y a des parcours entre des actions plutôt banderoles ou des actions qui sont plus engageantes sur du blocage ou autre. Et qu'en soit, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est le cap. En tout cas, pour moi, peut-être que du coup, d'autres personnes verront les choses différemment. Mais du coup, garder l'objectif en fait qu'on veut atteindre si c'est sur un sujet précis. Donc, si typiquement on parlait tout à l'heure des moratoires sur les entreprises, on a un objectif pour soi et on essaie de servir cet objectif-là, quoi. Et d'autres, du coup, pour avoir des visions un peu plus globales de prise en compte du dérèglement climatique et on sert à ça. En fait, garder un cap permet aussi donc de positionner les différentes actions, qu'elles soient désobéissantes ou qu'elles soient pas pour justement adapter du coup ma modalité d'action aux personnes et surtout adapter au service du coup de l'ambition qu'on veut se fixer, quoi. D'accord. Donc, je vous rappelle que vous avez la petite main que vous pouvez actionner pour demander la parole. Y a-t-il des questions, d'autres questions? Il faut se lancer. C'est dense. Bon, alors on va enchaîner. Surtout, n'hésitez pas à nous interrompre par le chat. Alors, on va donner la parole à Audrey Boilly. Qui est-elle là? Ah, alors, donc Bonsoir. avant de donner la parole à Audrey, Marie-Noël Patani, je ne vois pas. Vous voulez poser une question? Oui, par rapport au droit, de mémoire, il me semble que dans la Constitution, il y a un article qui explique que justement, toutes les décisions politiques doivent être plus ou moins, elles sont légitimes qu'à partir du moment où elles servent l'intérêt général du peuple ou de la population. Je ne connais pas les termes exacts, hein, je ne m'en souviens plus. Et ne peut-on pas légiférer ou demander à légiférer à partir de cet article de la Constitution, justement, pour permettre une désobéissance civile qui ne soit pas systématiquement réfrénée ou délégitimée par le pouvoir, etc., etc. Bon, alors, c'est une question qui est au cœur, hein. Peut-être on pas la réserver pour l'intervention d'Étienne Ambroselli, si ça ne vous ennuie pas, parce il va sûrement nous en parler. Il y a ce qui est inscrit dans la Constitution, il y a aussi la déclaration des droits humains. Voilà, donc je propose qu'on en parle tout à l'heure, hein. D'accord. Alors, donc Audrey Boilly, vous avez cofondé et vous êtes porte-parole d'un collectif qui s'est battu contre l'extension de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ça s'appelle non au T4, donc le terminal 4. Vous avez gagné d'ailleurs. Et vous vous êtes engagé dans cette lutte à partir de votre propre vie quotidienne, puisque vous êtes riveraine, hein, de la zone touchée par le bruit. Vous habitez Montmorency. Et donc, c'est ça qui a déclenché, je crois, votre envie de vous investir. Alors, vous avez payé de votre personne, entre guillemets, puisque vous avez été inculpé. Le procès a eu lieu en octobre 2021. Je crois que Étienne Ambroselli pourra nous en parler aussi. Vous avez été acquitté, comme les 6 autres, je crois d'ailleurs.
Et l'État a fait appel, et vous m'avez dit en préparant le débat, c'était octobre 2020, le procès en octobre 2021. On aurait pu attendre octobre 2022 le jugement définitif, mais pour l'instant, vous êtes un peu suspendu, je crois, à la décision judiciaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, comment vous voyez vos actions en tant que jeune mère de famille, cet engagement, est-ce que vous allez continuer à risquer, à braver comme ça l'autorité de l'État? Bonsoir à tous, merci pour votre invitation ce soir. Donc, effectivement, moi, je suis engagée maintenant depuis 3 ans. Au départ, c'était contre l'extension de l'aéroport qui n'est plus pour l'instant à l'ordre du jour, mais on reste engagé pour la réduction du trafic aérien à Roissy. C'est vrai que moi, donc mon engagement est assez récent et j'étais au moment où on a appris, nous, riverains de l'aéroport, ce projet d'extension. Donc, pour donner un petit peu une idée de ce que ça représente, ce nouveau terminal aurait pu accueillir autant de passagers qu'Orly. Donc, ça aurait été comme ajouter Orly à Roissy. Donc, on voit bien que c'est totalement incompatible avec les objectifs climatiques. Et donc, à ce moment-là, moi, j'étais je me posais beaucoup de questions parce que j'avais envie de m'engager, mais je ne savais pas comment. Je pense que ça concerne beaucoup de gens qui ont envie de faire quelque chose au-delà des petits gestes quotidiens, qui se rendent compte que ce n'est pas du tout suffisant, qu'il faut avoir une action à l'échelle de la société. Mais qui ne savent pas finalement où s'engager, où mettre leur énergie. Et finalement, moi, ça m'est un peu tombé dessus. Je venais d'emménager dans le Val d'Oise. Et donc, en apprenant l'existence de ce projet, je me suis dit, c'est ça. C'est à côté de chez moi. C'est un projet climaticide. Et je peux pas, on ne peut pas laisser faire ça. Finalement, tout ça s'est fait un petit peu par hasard. À ce moment-là, j'ai rencontré un voisin pour d'autres raisons et finalement, on a discuté de ce projet ensemble et on s'est dit, mais c'est absolument révoltant et on va faire quelque chose, on va monter un collectif et c'est comme ça que ça s'est passé finalement au détour d'une conversation avec avec un inconnu et comme quoi les belles histoires commencent parfois comme ça. Et aux origines aussi de mon engagement, vous en avez parlé, moi je suis maman de petites filles qui ont aujourd'hui 9 et 12 ans. Quand on parle d'un engagement d'une génération, moi je trouve ça évidemment, c'est formidable et c'est très bien que les jeunes s'engagent, mais selon moi, les gens de ma génération, donc moi j'ai 45 ans, ont une responsabilité immense. C'est aujourd'hui les gens qui sont aux manettes dans la société, qui ont du coup un pouvoir d'action. Et en tant que parent, en fait, ça devrait être une priorité de chaque parent qui aujourd'hui est investi en fait dans l'éducation de ses enfants, qui projette leur vie future. De se dire, mais mon Dieu, dans quel monde ils vont vivre? Et on ne peut pas ne pas essayer d'agir. Donc, voilà, moi, c'est vraiment ma dynamique. Quelque part, ça répond à votre dernière question. Est-ce que je vais continuer à m'engager? Bien sûr que oui. C'est-à-dire que depuis que j'ai pris conscience de ça, finalement, je ne peux pas faire autre chose de ma vie. C'est-à-dire que, alors, pas seulement pour mes enfants, hein, évidemment, pour l'ensemble de ces générations. Et puis, on voit bien aujourd'hui que les impacts du réchauffement climatique sont déjà présents. Bref, en tout cas, c'est vraiment finalement la responsabilité de notre génération aujourd'hui, au sens large, d'agir sur cette question qui est absolument, enfin, c'est une question existentielle. Voilà. Donc ça, c'est le début de mon engagement. Donc pour des raisons climatiques contre cette extension d'aéroport, sachant que depuis longtemps autour de Roissy, il y avait des engagements autour du bruit. Vous avez évoqué la question, le bruit qui a un impact sur la santé. Et donc, il y a notamment une association, la Vaucner, avec qui on travaille là-dessus. Mais nous, on s'est vraiment mobilisé sur les questions climatiques. Et on en est arrivé après plusieurs années d'action, de pétitions, de mobilisation, de rencontres avec les élus, etc. Au bout d'un moment, on voit bien qu'on n'a aucune écoute, que c'est un projet qui finalement a été décidé bien avant parce qu'il y a une concertation qui a été lancée, mais c'était un projet qui était déjà ficelé. C'est le cas de la plupart des projets finalement sur le territoire français. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais sur le territoire français, finalement, tous les processus de concertation
finalement, c'est de la poudre aux yeux, dans le sens où ces projets sont décidés entre les élus, les porteurs de projets, parfois le gouvernement, ce qui est le cas là pour les aéroports, hein. Et du coup, on fait semblant finalement d'écouter les citoyens dans le cadre de ces concertations, mais ça ne change rien à la décision. Je prends par exemple, nous, on n'a pas eu d'enquête publique à Roissy, puisqu'on a obtenu l'abandon du projet avant, mais je prends l'exemple de l'extension de l'aéroport de Marseille. Il y a eu 75% d'avis négatifs lors de l'enquête publique, et malgré tout, le projet a été validé, l'autorisation environnementale a été signée, et là, les travaux sont en train de commencer. Donc, il y a un moment, en fait, où on n'a pas le choix que d'aller plus loin, et d'utiliser finalement ce moyen de la désobéissance civile que nous avons utilisé. Donc, c'était le 3 octobre 2020. Nous sommes allés sur le tarmac de l'aéroport de Roissy. Donc, on était en tout 350 personnes à Roissy, une partie dans un terminal et une centaine sur le tarmac de l'aéroport. C'est évidemment, on a désobéi en allant sur ce tarmac. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il n'y a pas, ce qu'on vient dénoncer sur ce tarmac ce jour-là, c'est le fait qu'il n'y a pas de loi qui empêche de finalement détruire les conditions d'une planète habitable demain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi qui empêche ces émissions de gaz à effet de serre de les augmenter. Et donc, on est légitime, nous, d'être sur ce tarmac, d'aller désobéir, sachant que voilà, c'était une action de désobéissance non violente, il n'y a pas eu de dégradation, on a coupé un grillage, on s'est introduit sur ce tarmac, on a déployé des banderoles et fait des discours. Voilà. Néanmoins, on voit bien que finalement, cette action-là, qui était quand même une action de désobéissance civile de masse, par rapport à d'autres actions qui sont plus symboliques avec de plus petit nombre de personnes, qui peuvent être aussi extrêmement efficaces, hein. Vous avez parlé finalement de l'action sur le Van Gogh, qui avait d'autres objectifs, un objectif effectivement de faire parler généralement de la question du réchauffement climatique et de stopper donc l'utilisation des énergies fossiles. Évidemment, c'est un champ différent de l'action contre un projet spécifique, mais voilà, on voit qu'il y a différents types différents formats finalement de ces actions de désobéissance civile, mais nous, dans notre cas, clairement, ça a sûrement énormément pesé et ça nous a sûrement beaucoup aidé à obtenir l'abandon du projet. Dans ce genre de cas, on est vraiment en fait sur une question de rapport de force, c'est-à-dire qu'au départ, on n'est pas du tout à force égale face au gouvernement, dans le cadre de Roissy, face aux porteurs de projets, Aéroport de Paris, qui est extrêmement puissant économiquement, qui a le bras long vis-à-vis des élus. Finalement, qu'est-ce qui nous reste? C'est ce type d'actions qui sont effectivement très efficaces. Oui, et alors je ne sais pas, Virginie m'a changé de micro, est-ce que vous m'entendez? Oui, beaucoup mieux. Bon. Donc là, ce que vous dites sur qui a le droit et qui n'a pas le droit, finalement, l'État français, il s'en accommode bien de ce qu'il a le droit de faire ou pas, puisque je crois qu'on paye de très, très grosses amendes pour ne pas avoir atteint nos objectifs de 20% d'énergie renouvelable en 2020. Je crois que c'est 500 millions d'euros d'amendes qu'on doit payer. Donc, voilà, on voit que, comme l'avait dit Sylvie, l'État a le monopole de ce qu'il considère comme licite ou illicite, ou violent ou pas violent, légitimement ou pas légitimement, quoi. Et donc, en fait, vous montrez bien comment votre action, elle s'inscrit dans une logique qui est planétaire, mais vous avez, comme vous disait Étienne, votre pierre que vous portez à l'édifice. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, entre guillemets, sur la façon dont Audrey et vous êtes combien dans votre collectif aujourd'hui? Alors, c'est difficile de le dire parce que nous ne sommes pas une association, nous sommes un collectif informel et nous souhaitons le rester, donc on ne peut pas compter les adhérents.
On a en gros disons une centaine de sympathisants, entre une trentaine et une cinquantaine de personnes relativement actives, un petit noyau de gens très actifs, qui est là beaucoup plus petit. Et puis surtout, on a contribué à construire une coalition d'associations. Donc, il y a une associations qui travaillent ensemble au sein d'un collectif interorganisation, dont Alternativa, les Amis de la Terre, Greenpeace, l'Advocnar que j'ai cité évidemment, l'association de défense des riverains, France Nature Environnement Île-de-France, etc., etc. Et donc, ce qui nous a permis aussi, c'est cette synergie-là, c'est-à-dire la synergie entre vraiment les gens de terrain, finalement, nos collectifs engagés très, très localement, et des associations qui ont engagé sur les questions climatiques au sens large. C'est cette association-là de ressources, de compétences, etc., qui a permis d'obtenir l'abandon de ce projet. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et ce qui fait qu'on on reste une grande force aujourd'hui et qu'on lance d'ailleurs une nouvelle campagne tous ensemble pour obtenir le plafonnement à la baisse de l'aéroport de Roissy. Donc maintenant qu'on a obtenu l'abandon de l'extension, ce qu'on souhaite, c'est une réduction du trafic avec un plafonnement. Aujourd'hui, l'aéroport d'Amsterdam veut plafonner en baissant le nombre de vols, et donc nous, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, puisque évidemment, pour le climat, il faut réduire les émissions, et donc le secteur aérien doit faire sa part. Alors, en général, toutes les actions de désobéissance civile, elles se déroulent en dehors ou pour pallier les manques des autorités locales, par exemple les collectivités qui sont liées à ça au niveau du Val d'Oise par rapport à Roissy. Vous dites que vous êtes appuyé sur d'autres collectifs, sur d'autres associations. Au passage, on les salue. Ils devaient participer, notamment France Nature Environnement, à notre débat, mais ils sont en train de se battre sur un autre front qui est celui du SDRIF, du schéma directeur régional d'Île-de-France ce soir. Donc, ils sont désolés, plusieurs nous ont demandé de les excuser. Mais donc, vous vous appuyez, enfin, vous travaillez en synergie, mais par rapport les démarches avec les pouvoirs publics, comment votre action s'est-elle heurtée à eux ou au contraire, avez-vous trouvé un écho favorable? Alors, en fait, on a trouvé localement, auprès des élus locaux, un écho favorable. Et ça a été un point très positif et qui nous a aussi beaucoup, beaucoup aidé à obtenir l'abandon de l'extension. C'est qu'il y a une centaine d'élus locaux qui ont signé une lettre à Emmanuel Macron demandant l'abandon du projet. Donc, on avait vraiment un très fort soutien local. Par contre, on n'a eu aucun contact. On a fait évidemment des demandes de rendez-vous, on a interpellé le gouvernement, la ministre des Transports de l'époque qui était Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, qui est au final le décisionnaire sur ces sujets. Nous n'avons jamais eu aucun rendez-vous, jamais eu aucune réponse. Voilà, on voit bien qu'à un moment, nous, ce qu'on souhaitait évidemment, c'est le dialogue pour faire avancer les choses. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais nous, on a développé une expertise énorme sur la question de l'aviation. Personnellement, moi, je ne connais pas, je ne suis pas du tout experte dans ce domaine. On a des dizaines de pages d'argumentaires, on s'appuie sur des rapports, notamment ceux du Haut Conseil pour le climat, qui dit qu'il n'y a pas finalement d'alternative et qu'il faut baisser le trafic aérien parce que les solutions technologiques ne seront pas suffisantes. On a des études qui viennent aussi du secteur même de l'école Supaéro. Enfin voilà, on a vraiment toute la matière, elle est là. Donc en fait, on a matière à discuter sur des faits, sur des éléments clairs, chiffrés. Mais cet espace de discussion, on ne l'a jamais eu. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais de rapport de force, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix que d'instaurer ce rapport de force pour être entendu. Voilà, malheureusement. Hein. Au passage, il faut signaler le processus d'expertise citoyenne que ça représente. Comme vous disiez, vous n'aviez pas de savoir et que progressivement, à force de vous coltiner cette masse de dossiers techniques, vous l'avez obtenu. Peut-être que vous allez pouvoir également faire profiter d'autres riverains, ceux de Orly, de votre expérience, par exemple.
Alors, dans tout ce processus contre l'aéroport de Roissy, on a contribué à créer un réseau des luttes en France contre les extensions d'aéroports et pour la réduction du trafic aérien au sens large. C'est un réseau qui est très actif aujourd'hui, un petit peu à l'image de ce qu'évoquait Étienne sur la question des entrepôts Amazon. Et donc, c'est un réseau dans lequel on s'entraide, on partage nos expériences, nos argumentaires, on mène des actions communes. Par exemple, cette action du 3 octobre 2020, en fait, c'était une action à l'échelle nationale et il y a eu une mobilisation sur 18 aéroports en France, qui est totalement historique. Voilà, cette coopération, elle existe et elle se renforce puisqu'il y a des créations de réseaux nouveaux un peu tout le temps sur des thématiques différentes. Récemment, par exemple, il y a la création d'un réseau sur les luttes contre les projets routiers et qui s'est créé en début d'année, qui rassemble maintenant une 50aine de collectifs et qui est très actif et qui demande au niveau national un moratoire contre les projets routiers. Donc, ça permet à la fois de s'entraider, mais aussi de porter des revendications à l'échelle nationale, de sortir du local finalement, parce que ces projets locaux répondent à des logiques nationales et qu'il faut changer. C'est très intéressant ce que vous dites, Audrey, par rapport au levier classique et traditionnel de la société civile organisée jusqu'à présent. Là, vous renouvelez l'action publique, l'action politique, et ça va peut-être répondre à ce qu'appelait de ses voeux Étienne sur une grande vague qui pourrait naître à partir du territoire à chaque fois. Est-ce qu'il y a des questions à Audrey, ou on donne la parole à Laurent? Juste peut-être un complément par rapport à ce que vous dites qui me paraît intéressant, c'est le fait que parfois, voilà, on se sent démuni par rapport aux grandes causes, on se demande par quel bout prendre, mais que l'engagement local, justement, contre des projets qui sont à côté de chez nous, ou sur lesquels on se sent avoir beaucoup plus la main finalement, mais qui sont un front extrêmement important à occuper pour empêcher justement ces projets qui vont dans le sens inverse de ce dont on a besoin. Finalement, cet engagement local, il peut avoir il peut avoir du sens pour beaucoup de monde. Et que donc, c'est un terrain à travailler. Finalement, ça peut mener après à un engagement plus large, mais que voilà, on se sent du coup légitime, parce qu'il y a aussi cette question de la légitimité. Oui, on est légitime en tant que citoyen à s'opposer à ces projets qui aujourd'hui dégradent ou détruisent l'habitabilité de notre planète. Oui, merci beaucoup, Audrey. Alors, ça fait une bonne transition pour donner la parole à Laurent Faucreau, parce que vous êtes membre de XR, d'Extinction Rebellion. Donc, à ce titre, vous avez mené des actions qui touchent la planète en général, mais également le Val d'Oise en particulier. Je crois d'ailleurs que vous étiez avec Audrey sur cette fameuse action sur le tarmac de Roissy, et vous faites aussi des actions avec Dernière Rénovation, qui est ce petit, finalement, je ne sais pas si on peut dire petit, collectif qui grandit vraiment de manière impressionnante. Je crois qu'il est né cette année au printemps ou à l'été. Et d'ailleurs, à ce titre, je crois que vous m'avez expliqué que vous aviez participé à un sit-in, ou je ne sais pas comment on dit, une action de blocage. Oui, voilà, merci. Et qui vous a valu votre première garde à vue. Et donc là, ça rejoindra peut-être aussi ce que nous dira Étienne Ambroselli sur le durcissement, parce que ce que vous allez nous expliquer, c'est comment l'État surenchérit dans la riposte à vos actions. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir comment vous, qui êtes cadre informatique d'une grande institution publique, donc bien sage, comment vous avez pu arriver à mener ces actions et comment vous conciliez vos deux casquettes, entre guillemets. Exactement. Ce que je voulais, donc, c'était vous décrire mon parcours. J'ai 55 ans, je suis marié, père de 2 enfants qui viennent d'avoir 18 ans, j'habite à Argenteuil. Effectivement, cadre dans l'informatique. Tout mon parcours professionnel, je l'ai fait dans des grands comptes privés français.
Et avant 2019, je n'avais jamais été engagé en quoi que ce soit, politique, syndicat, association, ni même marché dans la rue. Je n'ai pas du tout le profil du jeune écolo hein, qu'on associe souvent à Extinction Rebellion, dernière rénovation. Je me qualifie plutôt de citoyen engagé. J'ai simplement découvert par moi-même la réalité de la situation, la gravité, son urgence et surtout l'inaction insupportable de nos gouvernements. Donc, ce qui s'est passé depuis 2019, il y a eu des moments clés en fait, dans mon engagement, dans ce que j'ai fait pour m'amener progressivement à la désobéissance civile. Et ce que je voulais en préambule par rapport à la notion d'expression, de forme d'expression radicale qu'on met sur la désobéissance civile, ce que je voudrais dire et mettre en miroir, c'est citer deux phrases d'un article du journal Le Monde très récent du 27 octobre dans la rubrique Planète et Climat, où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, nous dit « Nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale ». Et la directrice exécutive du programme des Nations Unies sur l'environnement, Inga Anderson, nous dit « Le temps des changements progressifs est révolu. Désormais, seule une transformation radicale de nos économies, de nos sociétés, peut nous sauver de l'accélération de la catastrophe climatique. » Donc, je voulais vraiment mettre en miroir cette notion de radicalité qui est à deux endroits différents. Donc, moi, c'est en 2018, en gros, suite à la lecture d'un bouquin, un simple bouquin, 6 degrés, où j'ai pris conscience de la réalité de l'urgence écologique et j'ai eu envie de m'engager. Et ensuite, fin août 2018, je me suis engagé, comme beaucoup de jeunes militants, je vais dire, au moment de la démission de Nicolas Hulot, que j'avais écouté en live sur France Inter, je me souviens très bien. Et à partir de là, j'ai beaucoup lu des livres, des rapports, assisté à des conférences, marché climat, etc. Une marche à Matignon contre Europa City qui a abouti à l'abandon du projet. J'ai lu ensuite beaucoup sur les causes, les responsabilités, puis plus tard sur les causes de l'inaction. Et c'est là que j'ai commencé à m'engager concrètement parce qu'il y avait les européennes en 2019 et je me suis rapproché d'un nouveau mouvement qui s'appelait Place Publique, mené par, entre autres, Raphaël Glucksmann, et qui est bien connu, et Claire Nouvian, présidente de l'association Bloom, et qui avait des politiques axées sur l'urgence écologique, l'urgence européenne, sociale et démocratique. Il y avait un objectif de rassembler toutes les forces politiques malheureusement, à l'élection, ce rassemblement ne s'est pas fait. Ce qui s'est reproduit encore au présidentiel de cette année, le rassemblement ne se fait pas et à chaque fois, en contrepartie, c'est des élections de députés Rassemblement national. Et là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé de m'engager dans la désobéissance civile, que je me suis rapproché d'Extinction Rebellion. Donc, effectivement, j'ai participé à plusieurs actions, au départ non bloquantes, sans risque. J'ai participé à une action au Salon de l'agriculture contre le CETA, ce fameux traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. J'ai participé à une première grosse action quand Extinction Rebellion a bloqué le Châtelet en 2019. Et puis, je me suis retrouvé, effectivement, moi aussi, à Roissy en octobre. Je devais être juste au-dessus d'Audrey, puisque moi, j'étais dans l'aérogare. Je ne suis pas allé en garde à vue parce que je suis simplement entré frauduleusement dans l'aérogare. Donc, la fraction qui a été retenue, c'était non-respect des mesures sanitaires pendant les restrictions Covid. Et j'ai attendu de savoir ce qui allait se passer sur cette opération. Et finalement, en février 2022, donc de cette année, ça a été classé sans suite. Oui, il y a une grande inventivité. Il y a une grande inventivité de l'État. Ah oui, ça c'est clair, oui. Alors, un moment vraiment clé dont on n'a pas parlé encore, en février 2020, c'est ce fameux article dans Le Monde et aussi Le Guardian, cet appel de 1000 scientifiques. Franchement, pour moi, ça a renforcé mon envie de poursuivre la désobéissance civile. En clair et en résumé, donc, ces scientifiques disaient, faisant un constat de l'inaction des gouvernements face à l'urgence écologique et climatique, nous appelons les citoyens à la désobéissance civile. Bon, vraiment, c'est un article qui est touffu, qui explique en quoi les gouvernements, et pas forcément uniquement en France, sont inactifs et pas à la hauteur des enjeux. Et clairement, ça m'a poussé à poursuivre la désobéissance civile. Il y a eu un autre moment clé aussi, c'était la Convention citoyenne pour le climat et le projet de loi climat et résilience. J'ai suivi de très près la Convention citoyenne. J'ai participé à une session publique. J'avais même participé à une session extraordinaire à la recyclerie, où j'avais même
collaboré directement avec une citoyenne de la Convention sur le groupe Se Loger. Ensuite, j'ai suivi pour la première fois de ma vie les débats à l'Assemblée nationale. Il y avait une chaîne spécifique qui avait été montée. J'ai passé plusieurs dizaines d'heures pour s'apercevoir, comme tout le monde le sait, qu'à la fin, la loi n'a pas été à la hauteur du tout. Et c'est vrai que je comptais beaucoup là-dessus pour essayer de renverser les choses, puisque M. Macron nous avait dit que tout ce qui sortira de cette convention serait soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit au référendum. Et malheureusement, ça a été au rabais. Donc, ça a renforcé une nouvelle fois mon envie d'aller vers la désobéissance civile. Alors, je dis effectivement en parallèle, comme disait un petit peu Audrey, c'est que ça a déclenché d'autres engagements chez moi. Hein. Mon mode de vie a changé. Je me suis engagé sur le plan professionnel. Dans mon entreprise, j'ai lancé le numérique responsable. Et là, depuis quelques mois, je suis en train de lancer un collectif de salariés engagés pour la transition écologique. J'y passe du temps, c'est dur, mais tout ça se fait en parallèle. Et pour finir, donc cet été, comme je vous disais en début de conversation, je me suis rapproché du mouvement Dernière Rénovation. Donc on en a parlé, hein, ce mouvement se bat pour avoir un plan de rénovation thermique, puisqu'on a 5 millions de passoires thermiques en France. Et ce qui m'intéresse sur ce mouvement, c'est il y a eu des actions fortement médiatiques d'entrée. Tout le monde a entendu parler de l'affaire de la personne de Roland Garros qui s'est enchaînée au filet, le blocage du Tour de France. Et là, je me suis dit, ça commence à être médiatique, ça prend de l'ampleur, ça va pouvoir peser. Et donc, j'ai décidé de participer à une action de blocage. Et donc, c'était le 19 novembre dernier, où j'ai bloqué avec 6 autres militants le boulevard Haussmann. Alors, ça a été rapide parce que la police était déjà sur place. Mais bon, le but, c'était d'alerter localement, d'alerter les médias, et puis surtout, derrière, massivement, de plus en plus, avec toutes ces actions, d'aller en justice. Oui, donc, je suis poursuivi pour délit d'entrave à la circulation. Et pendant cette action, là aussi, on attend un effet médiatique parce que je me suis trouvé sur cette action, mais il y en a eu plein d'autres depuis plusieurs mois. Mais c'est avéré que l'équipe de 7 à 8 de TF1 a filmé tout le week-end. Toute la préparation de l'action, la sortie de la garde à vue. Donc, on espère avoir un effet médiatique dans quelques semaines, en espérant que ça soit restitué correctement. Vous espérez une couverture médiatique de même ampleur au moment où vous passez en jugement? Ça, c'est une deuxième étape des jugements. Ils viennent juste de commencer pour les actions de dernière rénovation. Là, les premiers ont commencé et ça va s'étaler puisqu'il y a eu des dizaines d'actions à Marseille, Toulouse, Bordeaux, Paris. Ça va s'étaler sur plusieurs mois. Donc, il y aura aussi une deuxième phase qu'on espère médiatique au moment des jugements. Ça, voilà. Mais en fait, ce qui est commun, c'est logique hein, dans vos témoignages, que ce soit Étienne, Audrey ou vous, Laurent, c'est que ça répond à ce que Sylvie décrivait. Vous avez une forte mobilisation écologiste et vous vous rendez compte que ça ne va pas assez vite. Et donc, vous décidez de passer à l'action. Mais par contre… Oui, je rajouterais même, comme disait Audrey, c'est que dans le discours que j'ai tenu à mes enfants qui viennent d'avoir 18 ans, quelques jours avant l'action, c'est que je me sens doublement responsable. Nous, en tant qu'occidental, on est responsable et ma génération en particulier, de cette situation, mais on est aussi responsable de l'inaction parce que les personnes qui sont aux manettes, c'est ma génération, c'est les quadragénaires, les quinquagénaires, qu'ils soient dans les entreprises, qu'ils soient au gouvernement. Donc, j'ai une double responsabilité. Et j'expliquais que si j'y allais, c'était aussi pour ça. Et la deuxième raison que j'ai donnée, qui rejoint aussi un petit peu ce que disait Audrey par rapport à avoir des enfants, c'est que je ne veux juste pas qu'ils me disent dans 30 ans, 20 ans ou peut-être même 10 ans, papa, tu savais, mais tu n'as rien fait en fait. Oui. C'est pour ça que je me bouille en fait. Laurent, il y a une question, les participants à la conférence pourront-ils avoir les articles de presse? Oui, on les mettra en ligne sur le site dans le dossier ressources. Bon, merci beaucoup Laurent pour la description assez concrète de la façon de votre parcours. Moi, je retiens une question, mais je vais quand même m'effacer, mais je la garde en réserve parce que Sylvie, vous avez dit que les actions de désobéissance civile, les praticiens, comme vous les appelez,
obéissent à la loi et entrent en résistance sur un point particulier, mais ce point, est-ce qu'il ne va pas avoir tendance à prendre une ampleur considérable? Alors, là, il est 19h27. Est-ce que vous avez des questions à poser à Laurent avant qu'on donne la parole à Étienne Ambroselli? Vous pouvez aussi vous poser des questions entre vous, d'ailleurs. On n'a pas parlé de… Vous y avez fait allusion, Laurent, du projet Europa City. Oui, on en parlera si on a le temps. Mais on va peut-être donner la parole à Étienne Ambroselli, qui nous fait donc la grande amitié de venir alors que vous étiez au four et au moulin, puisque vous étiez à Nancy là, pour le procès en appel des opposants au site d'enfouissement de Bure. Voilà. Bonjour, m'entendez? bonjour. Oui, très bien. Donc, Bonjour. vous présentez sobrement comme avocat en droit de l'environnement, mais ce que vous faites est tellement riche que je ne sais pas comment le résumer, mais ce qui est intéressant, c'est que vous renouvelez aussi votre profession, puisque vous revendiquez d'être à la fois militant et homme de la loi. Donc, moi, ce que je voulais que vous nous expliquiez, c'est comment ce droit que vous dites devenir hystérique, comment l'État évolue, qu'est-ce qui va nous rester comme droit, nous, pour manifester, protester, comment se heurtent ces logiques de droit humain, droit du citoyen, de ce principe philosophique et la façon dont l'État, peut-être parce qu'il se sent fragilisé par ses actions, réagit encore récemment avec la circulaire de Dupond-Moretti le 9 novembre qui incite les procureurs à être de plus en plus sévères. Par quel bout le prendre? En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'invitation. Je remercie beaucoup Sylvie, Étienne, Audrey et Laurent. Je suis toujours admiratif de la précision, de la clarté dans l'expression de l'engagement et de l'analyse, pour en tout cas Sylvie Littrot. Parce que je pense que c'est toujours bien aussi d'arriver à formuler, de penser, de continuer à travailler justement la mise en mots d'une pensée critique et comment cette formulation même permet de l'incarner après avec plus de force et plus peut-être d'adéquation avec le réel. Bon, alors après, moi, je sors effectivement de ce procès de Bure qui est une caricature de criminalisation de militants, puisque c'est une instruction, bon, je ne vais pas reprendre l'ampleur de cette instruction qui a duré plusieurs années, elle comprend 22 000 pages, elle a porté sur une association prétendue de malfaiteurs des militants antinucléaires à Bure. Bon, cette infraction a été abandonnée, mais là, en appel, se planait toujours cette idée que militer à Bure, c'était faire partie d'une mouvance étrange et obscure qui ne vise qu'à causer un trouble à l'ordre public. Alors c'est un domaine très particulier, le nucléaire, puisque l'État est particulièrement attaché au nucléaire pour des raisons aussi militaires. Donc l'État est particulièrement sensible dès qu'il s'agit de lutter contre ces projets en matière nucléaire. C'est peut-être la raison de cette outrance et de cette absurdité. Alors après, je ne pense pas que ce soit très inventif. J'ai entendu que l'État était très inventif. En fait, si on reprend la mémoire, et je crois que c'est très important aussi que tous ces mouvements laissent des traces écrites ou quelconque, peut-être visuel aujourd'hui, mais en tout cas, qu'on garde cette mémoire de tous ces combats qui sont parfois très anciens et où l'État a été parfois extrêmement violent, sévère, y compris dans la répression, avec les mêmes modalités, même les mêmes termes
casseurs, avec des terroristes, enfin peut-être pas éco-terroristes à l'époque, mais en tout cas, voilà, une tendance à terroriser les militants en leur dressant un tableau de terroristes, qui est tout à fait paradoxal, mais qui est quand même toujours un peu ça. Alors après, c'est vrai que il faut pas tomber dans le piège de répondre au portrait qu'on nous tend. Ça, c'est clair que c'est quand même un piège redoutable. Mais c'est clair qu'il y a aussi une urgence qui nécessite j'ai beaucoup aimé les mots employés par Audrey. Il faut instaurer nécessairement un rapport de force. Parce que malgré toute expertise qu'on peut déployer et avec vraiment un niveau d'expertise qui est franchement incroyable et remarquable, aussi bien dans la lutte que je connais ici à Bure, soit même à Europa City ou d'autres. Enfin voilà, il y a une expertise citoyenne c'est un effort incroyable qui est fait pour lire ces dossiers et y répondre et avoir vraiment un esprit critique fondé scientifiquement, objectivement, voilà. Et il n'y a pas d'espace de discussion. C'est-à-dire que bon, il y a des enquêtes publiques, certes, il y a des débats publics, mais en fait, cette parole, c'est une bouteille à la mer qui tombe dans le vide. Il n'y a jamais de répondant concret sur les éléments factuels qu'on avance. Alors, cette parole, elle est entendue comme dans une petite musique contestataire dans une démocratie avancée, mais elle n'a pas d'effet. Elle n'a pas d'effet ni sur la décision, ni sur la possibilité pour le pétitionnaire, pour l'État, pour le promoteur, j'allais dire, de sortir de son schéma mental et d'accepter avec humilité de prendre conscience que ce projet s'insère dans quelque chose de beaucoup plus global que l'objectif précis qu'il cherche à remplir. Bon, après, on a noté l'abandon du T4, l'abandon d'Europa City. On peut noter quand même que bon, il y a quelques énormités complètement grotesques d'un autre âge qui sont abandonnées, mais c'est jamais complètement gagné. Je pense à la lutte d'Europa City. Franchement, bon, les gens pensent que c'est gagné, mais non. L'artificialisation des terres, des centaines d'hectares de terres du triangle de Gonesse, qui sont d'une fertilité extraordinaire, sont toujours menacés. Voilà, par des projets alors, complètement ridicules, absurdes, d'écoles, d'hôtellerie ou de je ne sais quoi entre deux aéroports et deux autoroutes. Enfin, c'est complètement absurde. Mais bon, il y a cette volonté de continuer à détruire des terres agricoles dans le triangle de Gonesse, et que donc le combat est jamais terminé, que c'est lassant, et qu'il faut toujours reprendre le labeur, et que c'est vrai que moi je suis très admiratif de tous ces militants qui désarment pas, qui persistent à dire leurs pensées critiques, à aller en manif, à se réinventer, parce que c'est exactement ça qu'il faut faire. Je suis complètement d'accord avec ça. Il faut sans arrêt renouveler la forme militante. Et que c'est très difficile, voilà, et que l'enjeu est très difficile. Voilà, après, je pense que on peut dire aussi ça va pas assez vite. Certes, les changements d'ordre en vigueur, les changements de forme de pensée, de forme de vie ne vont pas assez vite, mais en fait, ce qui va quand même trop vite, c'est quand même la destruction massive de la possibilité de vivre sur Terre. Donc, c'est plutôt que ça va beaucoup trop vite, en fait, qu'on est complètement perdu par un processus qui nous a dépassés, et comment ralentir, comment revenir sur Terre, etc., comment reprendre un rapport sensible au monde. Et c'est très rarement dans ces milliers de pages de dossiers qu'on trouve ce rapport sensible au monde et ce ralentissement. Mais, non, la question, quand vous dites là, il y a une inflation de production, vous y avez fait allusion pour Bure, mais sur Europa City, une inflation de production réglementaire. Mais vous, en face, en tant qu'avocat, vous devez crouler sous les demandes pour essayer de rétablir un équilibre et permettre de faire entendre ces voix d'acteurs. Tous ces grands projets sont des dossiers pléthoriques, illisibles, pour ainsi dire, que personne ne lit.
sauf quelques personnes vraiment particulièrement dévouées pour le bien commun et qui passent leur soirée, leur nuit et voilà. Mais c'est fait pour ne pas pouvoir être lu. Cet écran de papier et de technique est fait pour noyer tout le monde, voilà, et pour que le juge lui-même soit complètement perdu dans cette masse et ne pense qu'à valider finalement quelque chose qu'il ne comprend pas, mais qui lui paraît légitime parce qu'il est issu de la préfecture, du ministère ou de je ne sais quel bureau d'études qui fait des papiers bien photocopiés en couleur avec tout ça a l'air sérieux. Mais en fait, voilà, c'est là l'analyse critique et l'expertise, mais qui est toujours d'évaluer comme illégitime, parce que venant justement de citoyens ou même si c'est des personnes qui ont des CV très impressionnants, ils ne sont pas validés par des services de l'État. Alors parfois, nous avons une autorité environnementale qui est de plus en plus indépendante et qui rend des avis qui sont parfois vraiment très critiques vis-à-vis du projet. Et notamment dans le cadre d'EuropaCity, ça a été quand même un avis important. Dans le cadre de Bure, on a aussi des avis critiques de l'autorité environnementale. Donc bon, voilà, il y a des instances dans l'État qui peuvent être objectivement nos alliés. Mais bon, on voit bien que la grande machine a tendance à prolonger l'ordre existant parce que c'est ce qu'ils savent faire, c'est parce qu'il y a quand même une logique économique sous-jacente qui a une puissance redoutable. Voilà. Donc c'est pas simple du tout. Peut-être qu'il faut que je réponde quand même aux questions qu'on me pose Oui. sur la. Je Ouais. ne sais pas, hein, voilà, Oui, comme oui, ça, je tout à suis sûr de fait. l'avoir fait. Vous avez une autre question. Enfin, il y avait la question de tout à l'heure, là, qui était un peu englobante, et puis celle de Laurent. Alors, C'est la même, non? N'y a-t-il pas maintenant un état de non, nécessité qui non, justifie la non, non, non. désobéissance civile? Non, c'est pas ça? C'était, y a-t-il en France un article de loi qui, alors je ne sais plus qui l'a posé, qui permet ou protège la désobéissance civile? Enfin, c'était Alors, je pense qu'en fait, ça rejoint quand même très sérieusement la question de Laurent, parce Oui, qu'effectivement, sur la nécessité. l'état de Ouais, nécessité, ouais. c'est ce qui permet de justifier effectivement la désobéissance civile et qui permet d'avoir un fait justificatif à la désobéissance, voilà, pénalement en tout cas. C'est un terme pénal. L'état de nécessité, c'est un article du code pénal. Alors, je ne sais pas si vous voulez vraiment que je rentre dans les conditions juridiques. Moi, je suis avocat, donc c'est mon boulot, mais après, c'est souvent très barbatif, Ouais. surtout à cette heure-là. Mais bon, moi, je suis prêt à le faire si les Bon, gens ont le courage. il Et nous là, reste un petit peu de temps, juste peut-être. voilà, je vais faire rapidement. Mais en tout cas, Ouais, voilà, moi, je vois plusieurs pistes pour protéger. ouais. Bon, là, on est dans le cadre pénal, hein, où effectivement, il y a Mm. donc garde à vue, procès, comparution immédiate ou procès ensuite, ou instruction avant, bon, et où, quel que soit le fait, on se retrouve poursuivi pour avoir commis une infraction. On peut se battre évidemment sur l'infraction elle-même, mais après, on peut aussi essayer de considérer que voilà, on reconnaît cet acte ou on ne le reconnaît pas, mais en tout cas, subsidiairement, on dit qu'il y avait un fait justificatif qui fait que l'on ne peut pas me condamner pour avoir eu ce comportement, réalisé ce fait. Et je vois trois pistes. Il y a l'état de nécessité qui a été cité plusieurs fois dans les questions, qui est tout à fait classique. C'est un vieux texte qui est vu comme le droit, j'allais dire presque. C'est très ancien. Il y a toujours un moment où il y a une porte échappatoire à l'application stricte de la loi parce qu'il y a des circonstances toujours exceptionnelles qui font que si on applique la loi, on voit bien que ça ne va pas, en fait. Donc le texte dit « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger imminent ou actuel ou imminent, qui menace Mm. elle-même autrui ou un bien, accomplit un Mm. acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. » Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce texte. Ce que je peux vous dire clairement, c'est qu'on peut le soulever autant qu'on voudra. Le juge pénal a suffisamment interprété strictement ce texte, ce qui fait qu'il est... Moi, j'ai très peu de cas où ce texte a été... j'ai pas de cas de jurisprudence permettant de considérer que ce moyen A été efficace. voilà, il marche pas. Voilà, il marche pas. Il est réduit à des circonstances si strictes que il est jamais, en tout cas dans les circonstances qui nous occupent, le militantisme écologique, il est jamais retenu. Donc, il faut trouver une autre piste. Il y a une autre piste qui est effectivement dans le même chapitre du Code pénal, c'est l'article 122.9, qui est celle qui protège les lanceurs d'alerte.
Oui. Mais là encore, vous verrez que les dispositions sont extrêmement strictes. Il s'agit de personnes qui lancent une alerte au regard d'un secret ou de documents ou de sources d'informations qui révèlent des informations qui ne seraient pas connues et selon des procédures qui sont prévues par la loi. Donc, c'est un texte qui ne sera pas du tout adapté pour les cas qui nous occupent. Par contre, je vois par contre une troisième piste qui cette fois est assez efficace, je reconnais. Je me demande d'ailleurs, je n'ai pas le détail du procès de Audrey parce que je n'étais pas à son conseil, mais il me semble que la relaxe pour entrave au fonctionnement d'une plateforme aéroportuaire a dû être faite sur le fondement justement de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour de cassation de la Chambre criminelle qui demande, qui fait un rapport de proportionnalité entre l'exercice de la liberté d'expression et les nécessités du maintien de l'ordre ou du respect de la loi. C'est en tout cas une jurisprudence qui a été appliquée pour les Femen, pour les décrocheurs de portraits de Macron, et donc qui pourrait, à mon avis, aurait pu s'appliquer en tout cas dans la jurisprudence liée à l'entrave du fonctionnement. Ouais, à Roissy. Je ne sais pas, hein, je n'ai pas le détail juridique de votre dossier, Audrey, mais bon, ça me paraît possible que ce soit ça qui est... Bon, avec le fait que dans votre dossier, le projet avait été abandonné quand le juge a statué, c'est quand même important de le dire, et que donc votre position avait été, en plus dans un contexte médiatique quand même très insistant sur la lutte contre le réchauffement climatique, voilà, c'est un dossier qui a permis effectivement d'obtenir la relaxe, tant mieux, et c'est super. Après, c'est vrai que c'est intéressant de voir quel argument juridique a été retenu par le juge, parce que c'est des jurisprudences qu'il faut pouvoir reciter dans d'autres dossiers, et donc il ne faut pas perdre votre jurisprudence et la mettre dans les réseaux, je ne sais pas, produire sur les réseaux votre jugement, comme ça permet de le citer dans d'autres dossiers qui pourraient être comparables. Et cette jurisprudence de la Cour de cassation, qui en fait s'appuie sur une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dit que qu'on peut invoquer une atteinte dans le fait d'être incriminé et d'être même condamné pour une infraction qu'on a ou pas commise, mais qui est dans le lien à la liberté d'expression dans le cadre, par exemple, de combat écologique, c'est donc invoquer une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression. Et il appartient au juge pénal de s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct d'abord entre le comportement incriminé et la liberté d'expression. Par exemple, envahir un tarnac, est-ce que c'est l'exercice d'une liberté d'expression? Il semble que le juge ait dit bien que c'était ça, puisque c'était une alerte au regard du sujet d'intérêt général qui est celle de la lutte contre le réchauffement climatique. Et d'autre part, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation. C'est-à-dire que si vous avez exercé votre liberté d'expression et que vous êtes condamné pour avoir fait exercer cette liberté fondamentale, il va falloir quand même vérifier que cette condamnation, parce que peut-être effectivement dans le cadre de cette libération, vous avez commis une infraction, mais il va falloir que la sanction soit proportionnée avec la nécessité de respecter, de protéger l'exercice de cette liberté d'expression. Et ça, c'est un équilibre qui va être subtil et que le juge va devoir concrètement, en fonction de tous les éléments du dossier, des circonstances de fait, vérifier. Par exemple, la gravité du dommage. Alors là, on voit bien, c'est un pauvre grillage qui a été coupé avec 3 pinces. Bon, voilà, la gravité du dommage, elle est très faible. Après, il y a une interruption du trafic, ok, ça a dû être chiffré dans le cadre du dossier. Enfin bon, tout ça est pesé au regard de l'enjeu qui fait l'objet de la liberté d'expression et du mode opératoire qui a été utilisé, y compris si c'était une désobéissance civile, une infraction pénale. Et cette proportion, elle est vérifiée, notamment dans le cas du portrait Macron. Il y a des relax, il y a des condamnations. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va être tout le temps relaxé. Mais ça veut dire qu'il y a, si par exemple, je sais pas, il faut regarder dans le détail, mais enfin, et après, c'est la fantaisie aussi de chaque juge, sa sensibilité environnementale. Tout ça, évidemment, nous dépasse totalement. Et le droit, c'est pas mathématique. Hein. Vous allez effectivement avoir des juges plus sensibles que d'autres. Et ça, on n'en a jamais la maîtrise. Hein. Oui, et là, ce qu'il faut rappeler, c'est que le droit, il n'est pas, c'est pas une matière ossifiée, c'est qu'il bouge aussi. Donc là, sous la pression, peut-être, on peut aussi envisager de faire évoluer le droit. Moi, ce que je voulais aussi vous poser comme question, c'était par rapport à l'Europe. Là, vous avez parlé de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que ça
les questions se posent dans les mêmes termes dans les autres pays européens où on a face, enfin, les activistes se trouvent face à une justice plus répressive en France ou... Je sais qu'il faudrait faire un tableau pour être exhaustif de tous les pays qui sont concernés dans le monde, ce qui est un travail considérable. Il y a en tout cas des pays où il y a vraiment des militants écologistes qui sont assassinés, donc et les auteurs ne sont jamais poursuivis. Donc bon, voilà, on n'est pas dans une situation où on est encore assassiné, mais on est parfois très on est parfois, enfin, bah non, mais je dis qu'on n'est pas assassiné. Bon, il y a eu quand même Rémi Fraisse, il y a eu quand même Vital Mittalon dans la lutte en 89. Il y a des gens qui meurent régulièrement dans les manifestations. Donc, et où en garde à vue, bon, il y a beaucoup de morts, bon, mais globalement, comment dire, en tout cas, bon, il y a une tentative quand même de faire que l'État et la France puissent encore être regardés comme une démocratie, disons, avancée. Et donc, il y a une espèce de parure, en tout cas, d'acceptation d'une pensée critique. Mais il faut, en fait, ça s'arrache, en fait, en tout cas, cette liberté d'expression, cette possibilité d'incarner une pensée critique, elle n'est pas donnée, tout est fait pour qu'on soit découragé, tout est fait pour, voilà, et j'allais dire, c'est pas étonnant, puisqu'en fait, l'État est quand même là pour défendre le maintien de l'ordre, c'est-à-dire de l'ordre existant, et qu'il y a une espèce d'inertie propre à ce type d'institution. Et c'est la raison de la critique qu'on retrouve beaucoup dans les milieux écologistes de l'État. Voilà. Est-ce que l'État est en mesure de répondre à l'enjeu actuel? Le problème, c'est qu'il démontre quotidiennement qu'il n'est pas en mesure d'y répondre. Et donc, comment on fait dans ces circonstances? Eh bien, effectivement, il faut trouver un moyen de faire en sorte que cette pression soit suffisamment intense pour que même ces institutions, aussi inertiques soient-elles, sont contraintes de prendre des décisions qui vont dans le bon sens. Voilà. Et ça, c'est des mises en jeu, effectivement, de vie avec un risque qui n'est pas négligeable, mais qui donne un sens incomparable à la vie, tout court. Donc, on ne peut pas jamais le regretter quand on en a goûté la saveur particulière. Bon, merci beaucoup hein, d'avoir navigué comme ça dans un énorme sujet. Est-ce que vous avez des questions à poser à Étienne ou est-ce que Sylvie veut réagir aussi en tant qu'universitaire à ce qu'a dit Étienne? Pas forcément, enfin, en tant qu'universitaire en tout cas, mais en tant que quelqu'un qui a écouté l'ensemble des propositions, des réactions. Enfin, moi, ce que j'entends et puis ça confirme un peu ce que j'avais déjà repéré, c'est l'état de nécessité et l'urgence, enfin, qui était d'ailleurs intrinsèque à la désobéissance civile. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre de la soirée et comprendre d'une manière assez générale, c'est que l'usage de la désobéissance civile et surtout dans une société démocratique, c'est, je dirais, le dernier, la dernière cartouche, on va dire, quand la plupart des autres cartouches ou les autres moyens n'ont pas été efficaces ou à la hauteur des espérances, enfin, que sais-je. Et avec aussi une idée quand même qui a couru toute la soirée et qui est quand même au cœur de la désobéissance civile, aussi pour reprendre même le projet, je dirais, de nos grands fondateurs de la désobéissance civile, c'est transformer la société. Enfin, il y a quand même un projet de société derrière. Il y a un projet soit transformation des rapports sociaux, soit transformation d'un modèle de société, soit prise en compte de nouveaux intérêts. Donc, ça aussi, c'est un point très important. Après, alors, je vais être un peu provocatrice, là, sur la désobéissance civile. Le problème, c'est que si on constitutionnalise la désobéissance civile, ça ne serait pas en soi un problème, mais sauf que ça enlève aussi toute l'efficacité de la désobéissance civile, parce que ça serait le paradoxe de rendre légal justement une activité illégale qui a pour but de faire bouger la société. Enfin, vous voyez, c'est un peu… Et là, je parle en tant que science politique, enfin, et pas en tant que juriste, mais finalement, dans une contestation, c'est intéressant s'il y a des désobéissance civile. Mais là, je suis un peu provocatrice, peut-être. Oui. Peut-être Étienne voudrait réagir, mais il y a aussi Joël Roman qui avait demandé la parole.
Joël, on t'écoute. Micro. Micro. Pardon. Voilà. Merci. Oui, je voulais juste faire une petite intervention. Je suis ravi de ce qui a été dit et de ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais je voulais simplement attirer votre attention sur un aspect qui me paraît important et aujourd'hui tout à fait préoccupant. C'est l'usage en fait qui est fait, et je pensais que peut-être Étienne Coubard en parlerait, mais il en a parlé, mais quel usage qui est fait de la loi séparatisme, enfin de la loi pour le respect des principes de la République, pour interdire non seulement des actions, mais au-delà des actions, un certain nombre d'orientations ou d'intentions qui sont suspectées de pouvoir porter atteinte à la discrétion, évidemment, des représentants du pouvoir et des représentants du gouvernement et des représentants de l'État, à un certain nombre de principes ou un certain nombre enfin, peu importe, au prétexte, au fond, d'un certain nombre de considérations tout à fait fumeuses sur le séparatisme, et dont on voit bien à quoi elles conduisent aujourd'hui. Donc, il y a eu effectivement une action qui a été engagée par le préfet de la Vienne contre Alternativa et contre une initiative d'Alternativa à Poitiers et contre la municipalité de Poitiers qui avait subventionné cette alternative d'Alternativa. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un risque là qui est considérable, qui est non seulement d'incriminer des actions, et bon, on en a discuté longuement, mais dans un certain nombre de cas qui ont été évoqués, c'était des actions qui avaient été conduites par un certain nombre de militants. On peut toujours en discuter, mais il est libre à l'État, d'une certaine manière, de s'insurger contre un certain nombre d'actions. Mais là, ce n'est pas simplement des actions, c'est des intentions et c'est des projets qui sont incriminés sur la base d'interprétation. Et au fond, on revient à quelque chose qui sera une espèce de déclaration préalable de conformité. L'idée que, au fond, les actions et les associations ne pourraient agir que sur la base d'une espèce d'autorisation préalable d'action ou d'agir accordée par l'État. Enfin, on marche sur la tête là, et je pense qu'il y a là quelque chose d'extrêmement préoccupant pour l'avenir et d'extrêmement préoccupant sur la situation actuelle de notre état de droit, tout simplement. Merci. Donc un commentaire sur cet élargissement, enfin ce passage du contrôle du comportement dit républicain et de l'action sur le climat. Finalement, c'est deux domaines qui sont frappés par les mêmes menaces. Alors, si je me permets d'ajouter juste un point, tout à fait d'accord, en fait. C'est vrai que je n'ai pas évoqué ce point qui faisait partie des points d'alerte contemporains sur voilà, la répression et surtout en termes de liberté publique. Enfin, moi, ce que j'ai appris en sciences politiques et aussi un peu en droit, c'est vrai que là, on est dans un autre régime, c'est-à-dire le régime avant que l'acte soit constitué. C'est ensuite la présomption. Et ça, je suis aussi en relation avec un collègue qui était mon co-auteur sur la désobéissance civile, Graham Hayes, au Royaume-Uni. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni aussi, en ce moment, il y a un appareillage, je ne sais pas si c'est législatif ou juridique ou autre, qui est un peu dans le même goût, puisqu'il y a eu des militants qui viennent d'être interpellés avant même que l'action soit produite, avant même qu'il y ait l'idée d'une action. Bon, c'était juste après la fameuse action contre les tournesols, mais clairement, c'est problématique, puisque l'action n'était pas commise, c'était juste une présomption, et il y a eu aussi donc des arrestations. Merci. Tout à fait, tout à fait. D'autres interventions? Ou malheureusement, on va le coup près de l'heure, parce qu'on doit tenir en 2 heures. Mais vous pouvez nous interrompre encore, mais sinon, on va demander à Éric de conclure en tant que secrétaire général de la Ligue. Alors, il faut que je lui passe. Des petits problèmes de matériel, est-ce que vous m'entendez? Ça fonctionne. Bien.
Bah, écoutez, déjà, je commencerai par dire que je n'ai rien à conclure. On est dans une succession d'étapes, de témoignages et de réflexions qui méritent vraiment de s'accentuer et de se prolonger. Pourquoi la Ligue? La Ligue, déjà, je voulais commencer par une intervention pour vous situer dans quel cadre nous agissons avec les chantiers de l'éducation populaire, en vous expliquant que nous sommes sur nos fonds propres, là. C'est-à-dire que depuis plus d'un an, nous sommes abandonnés par les pouvoirs publics sur le financement de ces chantiers de l'éducation populaire. Nous le regrettons fermement, mais bon, c'est ainsi. On voit souvent, effectivement, nos actions d'éducation populaire être considérées par les pouvoirs publics, notamment les collectivités locales, mais aussi les services déconcentrés de l'État, comme des variables d'ajustement budgétaire. Et en ce moment, la raréfaction des deniers publics peut-être expliquer les raisons qui ont conduit à ce que nos partenaires ne nous soutiennent plus pour l'organisation de ces chantiers, mais ce n'est pas grave, on continuera. On continuera parce qu'ils sont nécessaires. Alors pourquoi la Ligue de l'enseignement et son conseil d'administration trouvent que ces chantiers, et particulièrement celui que nous venons d'avoir ce soir, sont nécessaires? C'est d'abord parce que, fidèles à nos fondateurs, nous sommes censés tenter former les citoyens. Or, former les citoyens aujourd'hui, c'est peut-être parfois, comme ça a été dit plusieurs fois, leur apprendre à désobéir pour passer parfois de l'illégalité au respect des revendications nécessaires, mal entendues ou pas forcément prises en compte pour des raisons de prisme dogmatique de la vision du développement de notre société. Il est question de transformer ces modes de développement, voire de décroître pour sortir de cette parabole, de ce paradigme consternant qui consiste à améliorer la croissance pour finalement, soi-disant, améliorer les conditions de vie. Mais quelqu'un disait tout à l'heure que ça n'est pas forcément une réalité, bien au contraire. Tous les scientifiques sont d'accord pour rappeler que notre système et notre mode de développement est écocide, pour le coup, non seulement par rapport aux matières premières qui vont, pour certaines d'entre elles, être insuffisantes pour suivre ces courbes de développement, mais aussi pour tout l'impact que génèrent ces modes de production sur la réalité du fonctionnement de la biodiversité et de la planète en général. On sait que la production extrême émet beaucoup de gaz nocifs au développement harmonieux de la société. Alors, je voudrais finir par remercier évidemment tous les intervenants et tous les participants. Vous avez été plus de 40 à suivre les interventions et les témoignages. En vous sortant quelques phrases que j'ai pu repérer dans les propos de nos intervenants et de nos participants. En premier lieu, cette phrase qui m'apparaît comme étant particulièrement intéressante, c'est, je ne sais plus qui l'a prononcé, mais ce n'est pas grave, il se reconnaîtra. Quand les formes de mobilisation conventionnelles n'aboutissent pas, le militant est obligé de s'inventer. Je pense que les témoignages que nous avons entendus ont tourné pour la plupart d'entre eux autour de cette nécessaire invention du côté des militants plus que du côté de l'État d'ailleurs, comme le soulignait Étienne, notre avocat, l'avocat qui est intervenu. Autre phrase, l'État est inactif sur des urgences sociétales, ça nous renvoie au titre de notre webinaire ce soir que vous avez reçu avec l'invitation. L'inactivité politique peut parfois être un crime. Une prise de conscience qui petit à petit grossit et qui fait que les petites rivières vont devenir des gros fleuves et vont permettre d'installer un rapport de force nécessaire, comme ça a été souligné par Audrey, pour qu'on puisse aboutir à des évolutions, transformations radicales, comme le rappelait Laurent, nécessaires si l'on veut surmonter les difficultés qui s'annoncent, notamment sur les questions de dérèglement climatique et d'urgence écologique en général. Je terminerai par une citation qui nous est chère, nous, à la Ligue, parce qu'on est avant tout des éducateurs, que j'attribue peut-être par erreur à Bertolt Brecht, au risque donc de faire un apocryphe.
on évoque souvent la violence du fleuve, on oublie de considérer la violence des rives qui l'enserrent. C'est clairement la situation dans laquelle, il me semble, nous nous trouvons, dans les rapports qui se construisent logiquement, j'allais dire, quand toutes les concertations, les participations qui nous sont proposées, bref, le principe de démocratie dans notre pays n'aboutit pas à développer des politiques qui seraient considérées d'intérêt général. Et force est de constater dans ces cas-là que nous sommes obligés de désobéir et de sortir du cadre que nous imposent les législateurs et les gouvernants. En tout cas, merci pour ce soir et à très bientôt pour la suite des chantiers de l'éducation populaire. Si l'énergie ne nous manque pas, mais je pense qu'on saura y substituer toute l'énergie humaine. Merci beaucoup. Merci à tous.